什么门永远打不开？脑门儿。什么事情一个人能做，两个人就是做不了。做梦。Amis cinéphages, bonsoir, bonjour. Vous venez d'écouter le trailer de Résurrection, le film de Bigan dont nous allons parler aujourd'hui. Et comme toujours, quand on parle de cinéma asiatique, c'est Alix qui nous rejoint autour de la table. Salut tout le Alix. monde. Et Maxime, donc solide au poste, comme toujours, mon compère de toujours. Toujours fidèle au poste, Voilà. effectivement. Et donc Résurrection, film de Bigan sorti l'an dernier en 2025, qui a pris le prix spécial du jury Au Festival de 2020 de Festival de Cannes 2025, pardon. Film, je crois que nous avons adoré tous les deux, Maxime. Toi, Alix, récemment, tu l'as vu plus récemment que nous, mais nous, on l'avait vu au cinéma avec Maxime ensemble. Enfin, toi, tu l'avais vu avant. Je l'avais mais revu, moi. Tu l'as revu. J'ai une petite avec obsession moi. avec le film depuis Voilà. qu'il est sorti. Ouais. Je crois que je ne me risquerai pas à dire que c'était ton top 1 de l'année dernière. Effectivement. Moi, mon top 2. Donc voilà, j'avais mis Black Moi, je Dog l'ai devant. rattrapé et pas vu au cinéma. Et ça aurait été ton top 1 ou pas? En tout cas, vu que je viens de le rattraper, j'ai effectivement une petite déception de ne pas l'avoir vu au cinéma. Voilà, et c'est vrai qu'au cinéma, ça se voyait. Mais trêve de bavardage, qui est Bigan? Bigan, ce cinéaste chinois qui, dès son premier film, Kylie Blues, a surpris pas mal de monde parce qu'il était invité au Festival de Locarno en 2015 et il a pris le prix cinéaste du présent avec son film donc Kylie Blues qui a coûté environ 3 000 €, ce qui est très peu. Et donc voilà, donc qui... Et pardon, je fais une petite incise là-dessus. Kylie, en fait, Kylie. Oui, parce que tu as vu le film. Je l'ai vu et ce que je voulais juste préciser, vous pouvez aller le voir, c'est un magnifique premier film, très abstrait aussi, limite encore plus je trouve que Résurrection dont on va parler aujourd'hui. C'est sa ville de naissance en fait, Kylie. Voilà, c'est c'est une petite ville de province chinoise et le film en fait est une espèce d'aventure proche aussi de l'onirisme, donc c'est un thème qui lui est cher et qu'il explore de film en film, la relation au rêve notamment, et c'est adapté en fait d'une nouvelle qu'avait donnée Solaris aussi de Tarkovsky. Donc l'abstraction vient très certainement de là, c'est une espèce de quête où en gros il doit aller remettre, si je me souviens bien, un message à un proche en fait de quelqu'un qui vient de mourir. Donc le scénario en réalité est assez, comme des fois dans Résurrection, assez vague ou en tout cas assez évanescent. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, oui, c'est le dispositif de mise en scène qui va tout au long du film en fait égrener et qui traite qui se pose la question comment en fait imager finalement quelque chose qui nous sortirait du réel et quelque chose qui pourrait ça se passe dans la province, donc c'est vachement plus réel, c'est pas du tout du studio contrairement à Résurrection, mais il y a déjà en fait des choses qui va développer aussi dans Résurrection et qui sont d'ailleurs dans son deuxième long métrage, notamment la figure du plan séquence qui est très important chez lui. Il décrit même je crois le plan séquence comme un espèce de figure qui se rapprocherait le plus de la retranscription imagée en fait d'un rêve. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. Vous pouvez le trouver sur Mubi, en tout cas moi c'est là que je l'avais vu il y a environ 6-8 mois, et c'est un premier film effectivement assez merveilleux. En tout cas, son succès ne s'est pas arrêté à l'Italie, puisqu'en France, il a concouru donc au Festival des Trois Continents. C'est Locarno, c'est en Suisse, mec, je crois. Oui, en Suisse. Ah, pardon, je en Suisse, ouais. parce que c'est un nom qui ressemble à l'Italie. Il y a un prix, il me semble, qui s'appelle. Je crois que c'est en Suisse, si je dis pas de bêtises. Comme ça à la Mostra. Et donc, il a reçu la Montgolfière d'or donc, au Festival des Trois Continents. Il a été présenté aussi au Festival Entrevue de Belfort. Donc, déjà un beau succès pour un premier film qui a coûté très peu cher. Et donc, son deuxième long métrage, tu en as parlé tout à l'heure, c'est Un grand voyage vers la nuit, qui a été sélectionné à Un certain regard à Cannes. Donc, c'est sa première, on va dire, entrevue avec le Festival de Cannes de 2018. Et donc, c'est en 2025, cette fois
quand on a découvert Résurrection, un film qui a été présenté En compétition en officielle. compétition officielle, sur une séance du soir en plus, ou en fin de festival même. Alors, c'était pas une séance de minuit. Hein. Non, C'était vraiment. c'était une séance du soir, c'est pour ça que j'ai pas dit minuit. Mais Ah, sur une séance Ouais. précisément du Ouais, soir. du T'as soir, cette info-là. oui, Ok. c'était de 21h. Et qui avait subjugué un peu le festival. Exactement, qui avait étonné beaucoup de monde, surtout en fin de festival où les gens sont un peu fatigués en général, tu as pu le constater, Maxime. Donc un film qu'il faut le dire, et tu l'as dit, l'histoire est un peu est pas très définie, un peu vague. C'est un film Elle qui est est conceptuelle, du moins. conceptuel, un film donc qui parle de cinéma, qui parle d'un révoleur, des révoleurs, de gens qui, dans un endroit, en tout cas en 2068, toi tu avais vu, mais même si rien n'est Oui, noté. dans une époque futuriste, du moins. Oui, voilà, quoi. dans une époque Non futuriste, définie. Tu la vois jamais Exactement. tellement, la société, il n'en est pas Exactement. question. Quoi. non définie, et donc les gens ont arrêté de rêver parce que ils ont découvert que leur immortalité était liée à l'absence de rêve et au refus de rêver. Mais dans ce monde un peu spécial, donc, il reste des gens qui décident de rêver, qu'on appelle les révoleurs. Et donc ce film nous parle d'un de ces révoleurs qui va revivre l'histoire enfin, à travers ses souvenirs, en tout cas 100 ans de cinéma, à travers plusieurs petits films, plusieurs petits moyens-métrages. Une succession de courts-métrages, je pense qu'on peut dire ça. Courts-métrages. Donc un film qui a eu un grand succès à Cannes, on l'a dit, et qui a eu aussi un succès assez important en Chine, en tout cas pour le cinéma d'auteur, 5 millions d'entrées, bon, vis-à-vis de la population chinoise, c'est peut-être un peu... Mais vis-à-vis de l'exigence du film, je pense Oui. qu'on peut noter que c'est quand même 5 millions d'entrées, même en France, satisfaisant. il a eu plutôt un bon succès, il me semble. Voilà, donc un film, nous, qui nous a marqué à notre visionnage, qui a marqué Alix, visiblement aussi. Tout à fait. Voilà. Mais comme il est de coutume, quand un réalisateur sort plusieurs films, quel est votre rapport à Bigan? Et si c'était votre premier visionnage, qu'est-ce qui vous a surpris et qu'est-ce qui vous a fait, qu'est-ce qui vous a, en tout cas, Marqué oui, marqué dans, on va dire, cette première approche avec son cinéma? Ouais, alors peut-être que c'est bien que je parle en premier parce que c'est vrai que moi je découvre totalement son cinéma et son travail dans l'ensemble. Bon, pour un premier long métrage à découvrir, c'est quand même assez exceptionnel. Alors, vous m'aviez prévenu globalement que c'était un film dense et j'ai pas du tout été déçu. Mais malgré sa densité, il est quand même, c'est quand même un spectacle qui est superbe à regarder, mais dans le sens où, malgré sa richesse, c'est pas non plus complètement indigeste. Il est hyper fourni, mais en même temps, il se permet d'avoir des respirations, beaucoup de contrastes et du coup, étant donné que effectivement, globalement, c'est un recueil de nouvelles, un recueil de courts métrages. Qui sont liés aussi par du coup une thématique forte qui est le système de la résurrection et du cinéma sous toutes ses formes, un hommage au cinéma multiple. Le film est quand même hyper agréable à regarder et c'est vrai qu'on en parlera beaucoup et en détail juste après, mais on voit quand même un jeune, je sais pas quel âge il a d'ailleurs, vous allez peut-être pouvoir me dire. Alors au tout début, il est totalement vieux, c'est plus ou moins ce qu'on t'explique, Oui. et au fur et à mesure, effectivement, il remonte un petit peu dans sa jeunesse, quoi. Non, je parle du réalisateur. Réalisateur, pardon. Bigan, quel âge Autant pour moi, j'étais totalement encore immergé dans ce film, quoi. Bigan, il doit avoir dans les 40 ans aujourd'hui, je pense. Oui, donc il est à la fin de la Il est trentaine. quand même un peu jeune, mine de rien. Il prend énormément de temps en fait entre les films, c'est ça qui est C'est aussi parti à de cette noter, quoi. génération de cinéma chinois très inventive là, qui arrive là. En tout cas, d'un cinéma qui nous parvient nous en Europe. Oui, voilà, après, je cinéma pense d'auteur. moi, j'arriverai pas à cartographier de toute façon la nouvelle génération à laquelle il appartient, mais disons que la singularité du film, c'est que ça ne ressemble en rien à d'autres films, même chinois, qu'on peut voir en fait actuellement en salle. Et c'est peut-être là aussi sa singularité, c'est qu'il a un univers extrêmement distinct du reste de ses compatriotes, et je veux dire, je pense du reste des réalisateurs en fait de l'Asie. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est exceptionnel avec ce film, c'est qu'il reste, même si c'est un film chinois, c'est intemporel en fait. et puis il est mondial en fait. Toutes les références dont il fait appel dans notre Qui culture puise cinéphilique, dans la il puise dans une culture mondiale en fait, qu'elle soit coréenne, Bien japonaise sûr. ou du cinéma américain bien sûr, Ou allemand, d'ailleurs. ou russe. ou même français Effectivement. d'ailleurs, il y a des Mais références c'est ça, en explicites à fait, Méliès c'est un aussi. hommage au cinéma monde. C'est pas du tout parce que c'est un film chinois qu'il En fait, faut avoir une c'est ça. culture chinoise et de ce cinéma. Spécifiquement
spécifiquement, je pense que ce film-là est à part dans sa filmographie, parce qu'encore une fois, c'est sûr que Kylie Blues, comme je l'ai dit, c'est quand même très autobiographique d'une certaine manière, et ça traite spécifiquement d'une histoire chinoise. Alors encore une fois, par une mise en scène qui va aller aussi dans l'abstraction, dans la dilatation temporelle, dans l'absence de clarté scénaristique, et qui va s'approcher effectivement de ce qu'on pourrait appeler un rêve éveillé. Mais par contre, c'est vrai que Résurrection, je suis d'accord, c'est quelque part une tentative d'imager un langage, enfin de plonger dans le langage en fait du cinéma et d'essayer de comprendre en fait au fur et à mesure en fait de l'avancée du XXe siècle comment ce langage a évolué par du coup sa forme et son esthétique. Et puis, quoi. en plus d'y plonger, globalement, il fait des mains tendues à tous ceux qui aiment le cinéma et du coup qui vont se rapprocher, vont Exactement. toujours être appelés à travers de nombreuses Et références. recentrez-vous sur votre avis sur le cinéma Bah, de Bigane en général. mais après, on parlera Mais du film après. Juste pour dire, On est juste très pour novice, dire, je pense, dans le cinéma de Bigane. effectivement, moi je ne connaissais rien de son cinéma et j'ai découvert effectivement une œuvre extrêmement maîtrisée, beaucoup de richesse de mise en scène, des scénarios qui vont du compréhensible au effectivement très intrigant, parce qu'effectivement du coup vu que c'est une suite de courts-métrages, il y a plusieurs scénarios dans ce même film et voilà, non mais une séance qui est globalement inoubliable et je pense que je l'aurais vu au cinéma, ça aurait été effectivement un film dans mon top. Maxime, ton rapport à qu'est-ce que tu as pensé de ce premier visionnage et qu'est-ce qui t'a inspiré? Moi, je sais que tu as été fasciné par le film, donc comment tu pourrais expliquer cette fascination pour une première approche en tout cas? Non, moi, c'est vrai que j'ai une haute sensibilité aussi à la représentation de l'inconscient et du rêve au cinéma. On avait parlé de Satoshi Kon dans le podcast, mais bon, mes obsessions de base, c'est Lynch, Fellini, donc forcément, c'est dans la droite lignée et finalement, c'est un des héritiers contemporains de ce cinéma de l'imaginaire et je pense que le cinéma, de toute façon, pour moi, est multiple, mais peut être fascinant dans la représentation, ça c'est sûr, de l'aspect de la rêverie et du cauchemar, quoi. Et quand il lit ça, en fait, il va lier tous ces aspects-là en fait, du cinéma onirique avec en fait un traitement à la fois en hommage et en même temps en réflexion vis-à-vis de l'évolution de la forme cinématographique. Forcément, moi, c'est quelque chose qui, sur le papier, avait tout pour me plaire. Et c'est pour ça que j'ai pas été déçu du voyage. Donc, je pense que voilà, c'est la différence que moi, je pourrais trouver. Parce que tu m'as dit mon lien avec Bigane. Bon, j'ai pas un énorme lien. Le Oui, mec, mais il en a tout fait cas, une 3 première films. impression. Une première impression. Qu'est-ce que t'inspire, en tout cas, comment tu Mais as comme été un amené voyage, en via- fait, vraiment. Oui, mais C'est-à-dire. comment t'as été amené vers ce film et vers son cinéma? Parce que toi, t'as décidé de voir ses précédents films. C'est après, hein. J'en ai vu un Oui, seul et après. c'était après. Mais du coup, Justement. qu'est-ce qui m'a amené à ce film? Tout simplement la presse à Cannes, quoi. La presse à Cannes qui a été dithyrambique. Moi, j'avoue, je n'avais jamais entendu parler du cinéaste et j'avais vu l'affiche de son deuxième long métrage et j'avais entendu dire qu'il y avait un plan séquence d'1 heure dedans qui était absolument sidérant. Mais j'en savais pas plus. Voilà, je ne savais absolument rien. Je savais juste que c'était assez vertigineux en termes de mise en scène, ce qu'il proposait dans ses 2 premiers longs métrages. Et effectivement, pour avoir vu son premier Kylie Blues sortir ça comme un premier essai, c'est absolument monstrueux, quoi. Il y a peu d'équivalence, je pense, contemporaine. Et en première impression, après je veux m'arrêter là, on fera peut-être circuler la parole. C'est un voyage effectivement inoubliable quand on aime profondément l'histoire du cinéma. Et en même temps, c'est un voyage émotionnel. Moi, c'est ça que j'ai vraiment aimé, c'est-à-dire qu'on en parlait un peu en off. La virtuosité technique prend jamais le pas en fait sur l'émotion ressentie en fait de l'Odyssée que vit ce personnage conceptuel qu'est le Révéleur. Et en même temps, je suis fasciné par les plans et les images que je vois, étant donné que certaines de ces créations visuelles, je ne les ai jamais vues de ma vie au cinéma en fait. Je citerai des plans peut-être tout à l'heure, on en parlera, mais des fois moi je ne comprenais pas comment il arrivait en termes de mise en scène à faire ce qu'il faisait en fait tout simplement. Et ça c'est pas tous les jours, c'est même quasiment jamais en fait qu'on nous confronte encore plus, je veux dire aujourd'hui. C'est pas que le cinéma est moins bon aujourd'hui, mais disons qu'il a atteint aussi un certain développement formel, alors que là c'est à la fois un hommage et en même temps quelqu'un qui pense toujours à produire des choses qui n'ont jamais été faites, et Nouvelle, c'est ouais. ça qui est nouvelle, c'est ça qui est subjugant à travers le film. C'est un envoûtement en fait le film. Je regarde le film et je m'en souviens, le premier visionnage, je vais pas vous mentir, l'histoire, j'y ai fait à peine attention. Et j'étais tellement enveloppé. Vraiment, j'avais une sensation comme si le film
me prôner sous son bras, me fermer les yeux et juste m'exposer à un espèce de rêve continu, quoi, qui était infini. Moi, des fois, j'avais la sensation que j'avais envie de vivre dans ce film. Voilà, et c'est tout. C'est déjà pas Et mal c'est pour le le premier coup. avis, et c'est déjà pas mal. Et toi, Maxence, du coup, qu'est-ce que t'as pensé du film? Mais moi, c'est un peu comme Maxime, on en a entendu parler tous les deux pendant le Festival de Cannes. Les échos qu'on en avait, c'est que c'était un film assez exceptionnel. C'est un film qui a été diffusé donc, en séance du soir, donc à Cannes, entre 21h et minuit. Les gens étaient assez fatigués. C'est un film donc, qu'ils avaient subjugué, en tout cas à l'époque. Donc ça paraissait assez intéressant. Donc on avait tous les deux très envie de le voir. On l'a vu ensemble d'ailleurs. Enfin, toi, tu l'avais vu avant moi, puis tu l'as revu en ma présence au MK2 J'ai eu cette Bibliothèque. chance-là. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Euh, Non, moi, en fait, je suis un cinéphile qui est beaucoup plus attiré par la mise en scène que le scénario. C'est comme ça. Il y a des... J'ai jamais été très emballé par l'art et la littérature, beaucoup plus par l'art pictural, par la BD, le dessin, et tout en fait ce qui fait appel à l'image. Voilà, c'est mes liens avec l'art et c'est ma façon de le vivre qui est comme ça, donc j'y peux pas grand-chose. Et donc la mise en scène, pour moi au cinéma, c'est quelque chose qui est plus important encore donc, que le scénario. Et donc là, je suis un peu tombé sur un des films, un des meilleurs films, en tout cas dans ce domaine, parce que c'est vrai, tu le disais tout à l'heure, que le scénario, en fait, c'est presque c'est pas un prétexte, parce qu'il reste joli et poétique, mais la poésie de l'image dans ce film est absolument exceptionnelle. On en parlait tout à l'heure, mais l'introduction de ce film, les images qu'ils nous donnent, les idées de mise en scène qu'on y voit, moi je m'en remets toujours pas 6 mois après. Et là, je l'ai encore revu et j'ai dit, mais c'est exceptionnel quoi, pendant bien 30 minutes, 1 heure, même au-delà encore, hein, mais c'est juste que pour moi, Avant que le premier segment démarre, c'est environ 30 minutes, ouais. oui, voilà, Non, c'est mais ça. même je Mais l'ai moi, revu j'entre le 20 premier minutes. segment. Je crois que c'est même Oui, 20 c'est même minutes. 20 minutes. Mais Ça c'est passe tellement vite, marquant. mais il y a un tel foisonnement en C'est fait ça. d'idées que. Et donc, c'est assez exceptionnel. Et donc, voilà, moi, c'est Bigan. Donc, voilà, c'est mon premier rapport. Avec lui, en tout cas, c'est le premier film que je vois de lui, forcément. Et pour moi, je pèse mes mots, c'est peut-être, en tout cas dans le cinéma contemporain, un des plus grands, voire le plus grand metteur en scène de cinéma que j'ai pu voir, enfin, en tout cas, que j'ai pu voir sur les dernières années, quoi, sur les 5-10 dernières années. Il y a des idées, il y a un nombre d'idées Soit dithyrambique, c'est pas à grave. la seconde. Oui, mais C'est beau. j'ai souvent dithyrambique, pardon, et j'ai pas envie de trop en faire, mais Mais là, celui-là, il mérite aussi. je dis pas, le film est tellement dense en termes d'idées de mise en scène, et je vais vous reparler un peu de l'introduction, mais enfin, à la seconde, il y a 2 idées exceptionnelles, et ce qui est fort en plus dans ce film, c'est que là, et on en parlait tout à l'heure, c'est que là, il y a évidemment beaucoup de références au cinéma chinois, mais comme il fait appel à une universalité du cinéma et des références communes, en fait, il arrive à me rattacher à des références que j'ai moi, mais qui ne sont pas les siennes. C'est-à-dire que moi, je vais rattacher certaines séquences à du cinéma américain ou à du cinéma français, parce que c'est le cinéma dans lequel on a grandi et c'est le cinéma qui est constitutif de notre œil, notre cerveau. Enfin voilà, c'est ce qui nous a fait, en tout cas en tant que cinéphile. Et je sais très bien que pour lui, ou en tout cas sur certains segments, sur certaines séquences, lui, il fait référence à un cinéma plus asiatique, plus chinois, auquel on n'a pas forcément eu accès. Moi, je suis pas Mais forcément sûr, hein. Moi, je pense que c'est surtout je par pense que c'est un tout, mais l'aspect, on va dire, conceptuel des histoires qui sont très référencées effectivement à la traversée du siècle chinois. Donc oui, de oui, oui. 1920, quelque part, ou du début du siècle, jusqu'à après le passage à l'an 2000, parce que très clairement le film est structuré comme ça. Mais sinon, les références, je trouve, cinéphiliques qui sont à l'intérieur sont à la fois très européennes et très occidentales, ou en tout cas très américaines aussi, quoi. Ouais, mais alors moi je ressens quand même des références enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'en tout cas il fait, et je les ai pas donc je peux pas en être certain, mais qui fait appel aussi à une imagerie du cinéma chinois que Oui, oui, bien moi je n'ai sûr. pas, parce que j'ai pas la culture nécessaire pour vraiment en parler et faire une thèse, antithèse, synthèse là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui restent
un peu, enfin, un peu inatteignable ou ineffable, tu vois, dans son propos, et que je pense, et j'ai l'impression qu'en fait, il fait appel à quelque chose que moi je n'ai pas connu ou que je n'ai pas encore vu, et ce qui me rend aussi extrêmement curieux de connaître. Mais voilà, donc non, euh, c'est peut-être, voilà, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais c'était top 1, top 2 de notre année cinéma 2025. Et moi, j'en ai vu des films. Je peux vous dire que bon, je mettais Black Dog devant, un autre film chinois. Peut-être qu'on en parlera d'ailleurs, je sais plus. Mais Avec plaisir. Qui est un très beau film, mais je trouve qu'il est pas qui est de plus l'envergure, littéral. je trouve Oui, non, extraordinaire de c'est deux Résurrection. films très différents qui, voilà, Non, ça, bien après sûr. ça, c'est chacun son Non, mais point c'est un, de vue. c'est un film Mais merveilleux. ça, mais, ça reste, voilà, un des films majeurs de l'année 2025 et qui va faire date. Et j'ai très très hâte de découvrir la suite, quoi, parce que là, il en a 3 films. Visiblement, c'est 3 excellents films. bon, va falloir attendre parce Euh, qu'il met entre 5 et 6 ans à faire un film, donc, mais Et on après, comprend pourquoi. l'attente vaut Là, le coup, quoi, pour le coup. T'en vaut la peine. L'attente en vaut la peine. S'il nous fait du Victor Hérissé toute sa carrière avec 4 films et 4 chefs-d'œuvre, on lui en voudra pas. Voilà ce que j'ai pensé de ce film. Ok, bah après peut-être la rentrée dans la, Comment dans vous la voulez partie un peu procéder ? Est-ce que spoiler. vous voulez qu'on fasse quelque chose de beaucoup plus, on va dire, de linéaire vis-à-vis de comment se passe le film, parce qu'on vous l'a dit, c'est en plusieurs segments, plusieurs séquences. Je pense qu'on peut déjà expliquer aux auditeurs et aux auditrices comment est un peu structuré le film, parce qu'il y a une structure assez spécifique du Vas-y, film. Alex, je te lance là-dessus. Si tu veux commencer là-dessus, ou sinon Ouais, non, si, le film, il est découpé en 5 parties. Il y a 4 courts-métrages, en tout cas 4 récits qui sont vraiment distincts au sein du film. Et ces 4 histoires, elles sont englobées du coup par un univers imaginaire futuriste qui, lui, est lui-même un hommage un hommage à l'essence du cinéma, qui est pour moi l'essence du cinéma, mais plutôt européen, hein, globalement. Du coup, le début et la fin du film, voilà, viennent se rejoindre pour parler de façon assez métaphysique de la résurrection. Et du coup, la résurrection, elle est du coup après imagée de manière métaphorique pendant tout le film, pendant tout le long métrage, à travers plusieurs récits. Ces récits qui vont avancer dans la chronologie historique de la Chine, à travers des personnages, des lieux et des relations qui vont être multiples. Et du coup, bah, en fait, effectivement, ça va être, donc voilà, comme je vous l'ai dit, une introduction qui nous amène dans ce monde onirique, futuriste, un premier court-métrage. Encore futuriste, bon. Oui, Ils futuriste, vendent on sait pas 2068, mais ça tout- ressemble quand même plutôt à la Chine de 1920, quoi. Donc finalement, tu te dis, mais Oui, c'est même quoi si ce futur-là? Oui, Non, mais C'est c'est clair qu'à la totalement. fin du film, il y a une espèce de grande machine, mais bref. Oui, c'est vrai que on en reparlera tout à la l'heure. fin du film apporte plus ce côté futuriste, parce que c'est vrai que Effectivement. le début, pour le coup, au niveau de rien que la plasticité du film, Oui. ça nous ramène directement au cinéma des de années 20, en l'expression. fait. C'est Exactement. l'expressionnisme Alors, allemand. effectivement, il y a seulement les 3-4 minutes à la fin, on en Oui. parlera tout à l'heure, où elle amène le corps dans un certain endroit. Bien sûr. Mais je veux dire, c'est le seul moment du film où on se dit qu'on est devant quelque chose de futuriste. Mais quelque Après, part, on s'en fout en plus. On s'en fout un peu, c'est ça qui est agréable aussi Bien avec sûr. le film, quoi. C'est Moi, qu'on j'aime aussi qu'il me laisse dans une époque totalement vague, oui, complètement indéfinie. vague, et bien en sûr. fait, je me pose jamais la question dans le film où tiens, on se trouve en 2068, en 2070, en Ouais, 2040. c'est Voilà. ça. En fait, je m'en fous un peu et je comprends qu'il me parle de cinéma. Puis surtout, il parle d'imaginaire, il parle d'onirisme, Bien sûr. donc en fait, on n'a pas besoin de cohérence dans un rêve. Oui, voilà, c'est ça. Donc, C'est un film rêve en fait aussi. Non, mais bien sûr. Mais après, bon, il raconte quand même quelque chose et on peut essayer d'en comprendre certains aspects, même Bien si sûr. ça sera pas une compréhension de toute façon, univoque et Bah, c'est pour ça, et ça va certaine. être difficile c'est pour une- nous. c'est parce des que interprétations. C'est un film sensoriel, c'est un film poétique, Bien et sûr. du coup, dans l'ensemble, essayer d'être le plus intelligible pour vous parler de ce film. Dans tous les cas, ça va être un peu difficile. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va pas faire une partie avec ou sans spoil, parce que dans tous les cas, même en vous spoilant, Vous n'allez rien vous comprendre si a- vous n'avez pas vu le film. vous allez avoir besoin de regarder le film. Et Oui, dans bien tous les sûr. cas, la découverte sera immense de par le travail de l'image, de la mise en C'est une scène, expérience comme tu qui sais, se vit avant d'être une expérience qui se raconte, je pense. complètement. Ouais. C'est un film donc, qui parle de cinéma, un film qui traverse l'histoire du cinéma à travers donc, ces différentes époques. C'est un film qui d'abord va se situer donc, à partir de cette introduction dans les années 20 à la recherche donc, de ce voleur. Ouais, exactement. Dans un segment qui fait environ, je pense, 20 minutes. Ouais, 20 minutes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui lui est un segment muet. Totalement mieux. Où il va avoir seulement des intertitres pour expliquer conceptuellement à quoi ressemble l'histoire. J'ai le premier, je peux vous le lire, comme ça vous donne une idée Vas-y, dis. un petit peu. Mhm. Le tout premier intertitre qui nous explique l'univers dans lequel on se trouve, c'est dans une époque sauvage.
donc encore une fois, pas de Oui. vraies explications sur où est-ce que se situe cette époque. Les gens ont découvert le secret de l'immortalité, ne plus rêver, comme une bougie qui ne se consomme plus, ils existent à jamais. Certains rêvent en cachette, ce sont les rêveurs, avec eux la réalité est douleur, l'histoire chaotique et le temps se convulse. Voilà, Mm. donc c'est comme ça que nous est présenté l'univers. Donc en gros, on suit une femme d'environ une quarantaine d'années que le scénario appelle conceptuellement, du coup, elle appartient à une catégorie qui s'appelle les grands autres. Donc en fait, c'est, bon, de ce que je comprends encore une fois du film, Les immortels, hein, globalement, je pense. non, c'est les personnes qu'on envoie en fait pour Mm. chasser, je pense, ou aller chercher les révoleurs, les gens qui ont décidé justement de rogner l'immortalité, de continuer en fait à vivre à travers des illusions et des rêves. Et donc cette fameuse femme de 40 ans va aller trouver le révéleur dans une fumerie d'opium constituée effectivement au début en fait du XXe siècle. C'est ça qui est très spécifique, c'est que le film t'explique que en gros c'est les 4 segments qui retracent le XXe siècle, donc du plus ancien vers les années 30 jusqu'à le passage de l'an 2000. Mais le début, malgré le fait que ce ne soit pas ces 4 segments, est déjà situé en fait dans les années 20. Donc c'est pour ça que bon, l'époque sauvage, je sais pas à quoi ça correspond. Et ça nous parle déjà du cinéma allemand, russe de ces années-là. Ouais, surtout le cinéma allemand, en La réalité, planète l'expressionnisme. sauvage. La planète sauvage. Tu vois pas le film d'animation? Ah si, ouais, si totalement. Ouais. Mais je l'ai jamais vu pour le coup. Le film d'animation français, ouais. Exactement. Euh, Et qui peut aussi qui peut être aussi une des références multiples qu'il y a dans cette première partie avec effectivement du stop motion, parce qu'il y a un travail d'animation Oui. dans le début de ce Il y film. a un énorme travail de Et stop c'est- motion Ouais, sur ouais. notamment le décor, et c'est que des décors qui En fait, qui sont fixes aussi. c'est ça, c'est un petit peu le grand tour de magie quoi Il y a du des prémices Méliès. du cinéma. Donc on est entre du Méliès Méliès, aussi, il y a de l'expressionnisme allemand, on retrouve une imagerie proche de ce que les Allemands ont fait dans les années 20, de Nosferatu, Mais de il y a même Murnau, quasiment jusqu'au un musée, docteur. il y a quasiment un musée de l'imaginaire dans ce début de film. En Parce fait, qu'il y a la c'est ça. lune C'est de des plans fixes Méliès, aussi, il y a hein, le Exactement. vampire de Nosferatu. Le fait que ce soit des plans fixes avec des décors filmés dans lesquels les Mm. personnages se déplacent, parce que notamment il y a ce décor où la main vient arracher certains bouts du décor, ce qui est absolument génial. Là, et en fait, c'est aussi les premières images du cinéma qu'on a de Méliès qui posait une caméra fixe avec aucune, Oui. pour le coup, pas de mise en scène avec des mouvements de caméra ou des plans, des raccords, etc. Ça arrive après avec Griffith notamment. Et, et en fait, ça nous parle aussi de ces décors-là de théâtre dans lesquels les De acteurs se marionnettes, ouais, mouvaient, c'est de ça. marionnettes, ouais. Et C'est pour ça donc, qu'à ce moment-là, se dire que c'est un univers futuriste, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, tout nous rappelle pour nous le siècle dernier. un cinéma le- qui est pas du tout contemporain en fait. Et en fait, ce qu'on comprend, ce que nous explique, c'est le scénario vaguement par les intertitres, c'est que le révéleur, enfin les révéleurs sont obligés de se cacher, et que le révéleur que nous on va suivre, qui porte pas d'ailleurs de nom, je crois dans le film on ne le nomme jamais, il est caché en fait dans le cinématographe. Mm. Donc c'est ça qui est très particulier. Et quand on dit qu'il est caché dans le cinématographe, en réalité, il est dans un sous-sol d'une fumerie d'opium et on le nourrit, du coup on l'appelle la créature, du coup on le nourrit en fait de pavots, de fleurs, du coup la pavot qui est utilisée pour drogue. l'opium. Non mais c'est totalement improbable. Et en réalité, la grande autre, cette fameuse dame dont je parlais tout à l'heure, va grâce à une bobine de pellicule, parce que faut savoir en gros, il s'est planqué dans le cinématographe, mais en réalité, c'est lui-même devenu une Le caméra cinématographe. et un projecteur. Donc en gros, il est totalement rabougri, il est en fin de vie, il s'est totalement consumé par le rêve pendant des années en se cachant dans le cinématographe. Et donc pour qu'il puisse revivre ses souvenirs quelque part et remonter le fil en fait de sa mémoire, elle va lui mettre une pellicule, une bobine de pellicule dans le dos parce qu'en fait c'est un être mécanisé. Et à partir de là, une larme va commencer à couler et on va pouvoir vivre ces fameux 4 segments. En commençant par l'arroseur arrosé. En commençant, oui, d'abord, avant de rentrer dans le segment, par l'arroseur arrosé, qui est une des énièmes références, effectivement, Au cinéma muet. En tout cas, une des premières. des Frères Lumière, quoi. Oui, des Frères Lumière. C'est une des tout premières vues, comme on appelait ça à l'époque, en tout cas, plan qui a existé dans l'histoire du cinéma. Mais d'ailleurs, il va être diffusé aussi à la fin du film, Ouais, et ça, c'est on y ça, reviendra exactement. aussi. Donc, il y a des liens thématiques et des liens visuels qui, au fur et à mesure, en fait, des différents segments scénaristiques, reviennent en fait tout simplement, mais oui, je trouve ça absolument sidérant tout ce qui se passe dans le sous-sol, c'est-à-dire que quand elle est à la recherche du révéleur, c'est-à-dire qu'il va mettre en place un
un dispositif de plateau circulaire en fait qui tourne sur lui-même avec des décors en fait qui sont constamment en mouvement et il y a notamment une gestion de la fumée, de la lumière qui sont qui est un travail absolument sidérant en fait de ce côté-là et qui confère encore une fois un travail je sais même pas comment Bah, dire en fait, ça. c'est que ça se rapproche d'un travail de pastiche qui est exceptionnel. En fait, c'est vrai Je sais que pas si c'est du pastiche mais ça a un côté qui est un petit peu péjoratif, le mot pastiche. Mais ce ouais, que je veux dire, en c'est pas fait, de la c'est reproduction quoi. bah, mais plutôt comme The Artist pour moi. En fait, c'est là où on Non, a c'est dur la non, mais là où comparaison. on a applaudi le travail, de The Artist pour sa capacité de reproduire un cinéma d'antan qui aujourd'hui n'existe plus, bah mine de rien, je trouve qu'il y a aussi ça à applaudir, hein, vraiment. Prendre la qualité de The Artist dans le sens où effectivement, il a réussi à retravailler une esthétique qui aujourd'hui est morte, hein, et essoufflée, et à Moi, le refaire parfaitement. sur l'esthétique, Mm. je trouve qu'il a fait même progresser. Parce que par exemple, quand on a le cinéma muet, Je de suis plutôt l'expressionnisme d'accord avec allemand, Maxence sur Mm. ça. il y a évidemment tous les décors faits de papier dans les studios, etc., qu'on retrouve avec cette idée Les jeux- générale. Mais je jeux trouve sur le qu'il a relief. fait jouer sur le relief, exactement. Mais je trouve que déjà, il rajoute de la couleur, il y a une ambiance un peu sépia, il y a une mise en scène avec une caméra qui est mouvante. Mhm. Et je trouve que en fait, il Il sublime revitalise, presque. il revitalise, en fait. Ouais, c'est ça, il revitalise un peu ce cinéma-là. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il le regarde à la fois avec mélancolie, comme si c'était un matériau presque mort, en fait, d'antan, mais qui en même temps est rempli de poussière et qu'on doit justement remettre au goût du jour, dépoussiérer, et par un aspect diversifié Bah, quoi, dans d'ailleurs, la prise de vue. Enfin, comme on disait tout à l'heure, il y a des images accélérées, on voit même, je crois, ça c'est super intéressant, juste avant que ça démarre totalement dans cette fumerie d'opium, on a en fait une image qui ressemble à une image d'archive des premiers films chinois. Ouais. Mhm. Alors je me suis renseigné, apparemment ce n'est pas un vrai film, Ok. donc ça veut dire que lui-même a Créer recréé cette ça, image. ce qui est quand même assez improbable, mais ce qui est très original, c'est qu'en fait il la passe à l'envers. Oui, c'est vrai. Donc ça veut dire quelque part qu'effectivement on remonte dans le temps pour Mm. revenir à L'essence la du naissance, cinéma, et d'ailleurs c'est pas anodin étant donné qu'on voit cette image et que juste derrière l'autre image en noir et blanc qu'on voit c'est celle d'un bébé. Donc c'est très clairement on revient en fait à la naissance du cinéma et à ce qui faisait en fait son commencement et ses prémices quoi. Donc voilà, mais oui, je suis plutôt d'accord Maxence et je te rejoins, je voulais remettre une couche sur ça, c'est que ça fait absolument pas vieillot ou hommage vraiment poussiéreux au cinéma. Non, c'est très nouveau en fait. C'est vraiment une dimension totalement revigorante et chatoyante quoi, de revoir en fait ce qui a fait à un moment le langage cinématographique, à savoir l'illusion, parce qu'on est d'ailleurs, il y a même directement la- dedans. C'est Même le grand l'apparition sujet du film. son où on entend en fait l'héroïne en tout cas du début qui gratte en fait le décor presque pour arriver sur. Déjà il y a la couleur et le son en même temps qui arrive avec du coup une étendue verte et une plaine en fait avec un Bien château sûr. derrière il me semble, C'est ça. et le son et le vent, et là on se rend compte aussi presque ce que les spectateurs ont vécu à l'avènement en fait du son, parce que la première séquence, il y a de la musique, comme en fait le film muet, les gens jouaient du piano en même temps, etc. Et en fait, dès que le son arrive, dès qu'on voit la couleur, il y a une espèce d'ouverture d'un coup de nous-mêmes en fait vers ce Et film-là. Et il arrive effectivement C'est ça, ouais, en c'est- 20 minutes à nous faire ressentir effectivement ce que c'est que l'évolution du cinéma Exactement. dans sa globalité, mais dans ses aspects techniques, hein, effectivement. Du coup, j'en parlais tout à l'heure en off, mais c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant sa manière qu'il a de ramener le dialogue sonore par le visuel, c'est-à-dire que le personnage de l'autre, cette femme d'une quarantaine d'années, vient elle-même écraser en fait, le carton de dialogue qui, pendant les 20 premières minutes, vient du coup, les dialogues sont écrits et affichés à l'image, et elle, du coup, elle vient le retirer de sa main, le froisser le dialogue écrit, et du coup, la voix off apparaît, et du coup, le son et le dialogue sonore apparaît en même temps. Donc, c'est-à-dire qu'elle fait justement, de manière visuelle, on comprend que le son va arriver. Et c'est quand même assez fort, tout en restant sur des plans qui sont magnifiques, parce que c'est vrai que c'est un très beau plan zénital, en même temps du Revolver, qui m'a fait penser à Irréversible. Je sais pas si c'est ça sa référence. Je pense pas. C'est la toute fin d'Irréversible, moi ça me fait Oui, penser c'est vrai. effectivement. Après, avec mais c'est ça aussi, Monica Bellucci. tout le monde y voit en fait une image du cinéma. Vu qu'il y a tellement une pluralité de mise en scène, dans tous Oui, les cas, voilà, c'est ça. on se retrouve dans des références qui sont peut-être pas les bonnes, mais Ouais, en et tout cas dans les nôtres. puis il te fait comprendre que la fiction c'est une affaire d'illusion dès le départ et que l'illusion va être le grand sujet de son film
Et parce que bon, le cinéma, au commencement, c'était un peu ça aussi, quoi. C'était comment essayer de berner le spectateur. En fait, c'était un tour de magie. Méliès, c'était un magicien. Bien Donc sûr. c'est ce qui était montré dès le départ avec la fameuse main dont parlait Maxence tout à l'heure dans La fumerie d'opium. C'est qu'il te montre que il y a une facticité dès le départ et il y a une manipulation Mais en fait des êtres humains pour créer la fiction. Donc C'est une de ces phrases du film, les apparences ne sont qu'illusions. effectivement, C'est vrai. mais j'aime profondément les illusions et rester à l'intérieur de cette illusion là, c'est ce que lui dit le révéleur à un moment. Et donc, Mais une fois ouais. que cette pellicule est introduite dans le dos du révoleur et que cette larme coule, on entre enfin dans le premier des 4 segments du film, qui est un film noir, en tout cas une référence au film noir Très clairement, ouais. on va dire, d'avant-guerre ou pendant la guerre ou Bon, années film 30, noir 40. des années 40, effectivement américain. français. Et puis même après, bon, l'espèce d'impair qu'a le colonel, enfin le commandant Oui, fait penser le quand film de même Melville. au samouraï de Melville, Oui, très voilà, clairement. Je exactement. pense que c'est aussi une référence du film. Ouais. Mais c'est peut-être le segment le plus cryptique, hein, Alex. Il y a pas de souci. Oui, c'est vrai que moi j'ai eu un petit peu de mal. Après, du coup, je vais pas forcément développer un maximum. Explique-nous Même si ce c'est à qui se partir passe. de là, même si c'est à partir de là que j'ai compris. Enfin, c'est pas que j'ai compris, mais c'est à partir de là que je me suis dit que tout le film serait une résurrection constante du 7e art, dans ses aspects métaphysiques. C'est dans ce segment-là. Et effectivement, pour le coup, par contre, dans son visuel, c'est là, des 4 segments, on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est là où il y a le plus d'onirisme, où il y a le plus de place. Ah ouais, pas moi pour le coup. Mais c'est l'un de ceux où il y a le plus de rapport à une imagerie collective, où on va essayer tous de chercher du sens dans les images sans forcément trouver de réponse. Pour le coup, c'est Le scénario, en tout cas de ce segment, de ce court-métrage, il est très vague, encore une fois. Ouais, Il complètement. cherche Ouais. une espèce de partition qu'aurait écrit C'est pas une partition, c'est une valise. Bien sûr. Alors moi je maîtrise un peu plus parce que j'ai vu le film Oui. 3 fois. Ouais. Du coup l'idée que je m'en fais, pour le décrire très simplement, on est en pleine guerre sino-japonaise dans un territoire totalement obscur en Chine et on suit en fait un commandant de l'armée qui est plus ou moins un policier en même temps que commandant. C'est pour ça que tout est très vague encore une fois. Et il enquête en fait sur la mort d'un compositeur qui s'est fait tuer en fait aux abords d'un train par un jeune chanteur qui est joué justement par le révéleur, en tout cas, enfin qui est le révéleur tout simplement. Et donc ce fameux commandant est à la recherche d'une valise qui serait extrêmement importante. Et donc il va torturer quelque part et interroger ce fameux révéleur et qui serait le chanteur et qui a tué ce compositeur qui effectivement il joue aussi vaguement sur l'instrument qui est le thérémine. Moi je connaissais même pas cet instrument là. Tu connaissais pas? Non, je connaissais Ok, pas. d'accord. Moi, Non, bon, moi je connaissais aussi. moi je connaissais absolument pas et c'est je vrai aussi, mais que par contre, j'en avais vu aucun dans aucun film. Hein. on est d'accord. Et dans la valise se trouve le thérémine. Oui, exactement. Oui, effectivement, mais on comprend que la valise, en réalité, si vous voulez que je révèle un peu, c'est en l'occurrence le nom de code du jeune agent qui est le révéleur, en fait, et que tu comprends qu'il travaille à son compte, mais qu'il est plus ou moins financé par l'armée japonaise à venir en fait tuer le commandant chinois. D'accord, ok. Donc voilà, en tout cas je pense moi avoir compris ça Oui, dans mais ce segment-là. Je pense aussi que du coup, par rapport à ce scénario qui est globalement un petit peu fumeux, mais qui est fait exprès pour perdre le spectateur. C'est le principe même du film noir. Exactement, c'est ça. C'est de ça qui est toute intelligent. façon, on te donne une enquête qui est beaucoup trop complexe par rapport à sa résolution C'est comme finale. chez Chandler ou dans tout le film noir c'est de fait exprès. tradition américain. C'est que Bien de toute sûr. façon, on doit accumuler les couches Pour créer du suspense, parce que la résolution sera dans tous les cas décevante par rapport au suspense qu'on t'a mis en et place. donner jamais donner une Oui. réponse opaque, Oui, tout oui, simplement, c'est ça. une réponse qui n'est pas fixe et qui n'est pas vraiment définie. Bien sûr. Et donc ouais, jouer tout le temps sur l'illusion. Et c'est là effectivement où il y aura un montage qui va j'allais dire ça, vachement la dislocation de tout le montage Exactement. pour perdre le C'est spectateur. là notamment où il va développer, je trouve, une figure très connue du cinéma qui est le fondu enchaîné. Enfin, il y a des fondus enchaînés tout le temps. Puis il y a énormément de références aussi à Orson Welles. Tu vois, moi, le thérémine, ça me fait presque penser au Rosebud de Citizen Kane, tu sais, à se souvenir d'un temps passé, d'une jeunesse passée, d'une passion. Et puis tu parlais de la Dame de Shanghai, évidemment, avec les miroirs, Séquence des miroirs. dans la gare. Et donc, C'est même pas dans une gare, hein, c'est dans une miroiterie. Dans une C'est- c'est- c'est un- c'est- donc quoi, ce que j'ai rien Je pense contre le qu'il film, en fait. Ouais. C'est mon pas segment grave, mais c'est préféré, mais normal. le plus perdu. Mais je pense que moi j'ai eu cette sensation aussi, notamment ce premier segment, c'est le plus évasif, c'est le moins défini, il définit juste les contours, et après il joue vachement sur la répétition, donc en fait tu te perds totalement sur les personnages, et je pense que le but, il te le fait comprendre dès le départ de ce segment, c'est que tu lâches prise en fait. Ouais. C'est que tu lâches prise, et là je viens de vous donner une
enfin, une sorte de compréhension que moi j'ai au bout du 3e visionnage, mais en réalité, même là, je regardais encore ce matin la séquence et j'étais encore perdu, quoi, tu vois, dedans. oui. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est très labyrinthique en fait comme film. Ça termine, la séquence termine par effectivement une confrontation entre deux personnages dans un labyrinthe de miroirs. Enfin, il y a pas plus. Non, ça termine dans le train, exactement. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est juste avant la fin. En tout cas, globalement, il y a littéralement un labyrinthe de miroirs pour te perdre toi en Bien tant que sûr, spectateur bien sur sûr. tes rapports visuels, sur la cohérence du montage, parce que c'est vrai que le montage est absolument pas du tout linéaire dans cette Ouais, séquence. puis aussi l'étrange avec des acteurs qui sont nains. Oui, et, c'est vrai. enfin, C'est vrai, il y a du petite taille, en loufoque. tout cas. Oui, il joue justement beaucoup sur les perspectives oui. aussi, parce que quand on découvre ce personnage du coup de nain, on Et oui, croit la profondeur de champ aussi. qu'il est d'une taille totalement standard, et au fur et à mesure en fait que l'acteur bouge dans le champ, on se rend compte effectivement de sa petite taille. Et on n'en a pas parlé aussi, mais juste pour revenir sur un petit truc, mais c'est vrai que L'histoire des grenouilles, c'est ça. non, pas du tout. C'est le ratio optique. On revient sur l'anamorphique parce que c'est vrai que la première séquence du film, c'est vrai, toute la partie hommage à Georges Méliès où on découvre l'univers onirique et imaginaire du Révoleur. C'est un ratio beaucoup plus resserré. C'est en 4 tiers. C'est un ratio à 1,33 non d'époque. C'est peut-être le 1,33. Ça doit être ça. Ouais. Et après, du coup, on arrive sur l'anamorphose et ça va encore changer pour les prochains segments. Donc, c'est vrai que là aussi, il y a une réflexion qui est purement formelle, même au niveau des optiques, pour le coup. Et ce qui est logique finalement, parce qu'on avance dans le cinéma, on avance dans la technique. Bien sûr. Et donc à la fin de ce segment, le personnage, en tout cas du commandant, c'est ça, meurt enflammé. Il s'enflamme une fois qu'il a. Donc il essaye d'ouvrir le corps de son. Voilà, et puis une lumière apparaît. Et il s'enflamme à la vue de cette lumière. Donc le Révoleur nous amène 20 ans plus tard, dans un cinéma, en tout cas dans un segment qui a lieu 20 ans plus tard. Donc on l'imagine dans les années 60, 50, 60, oui, c'est 70. ça. Pendant plus ou moins la révolution culturelle sous Mao. Quoi. Voilà, exactement. Et donc dans un temple avec des pilleurs de tombes, de temples en tout cas, et donc où on va avoir un long dialogue entre l'esprit de l'aigreur et de l'amertume. Pardon. Et donc un ancien moine qui est revenu dans le temple où en fait qui aide les pilleurs à trouver les objets précieux. Oui, contre son gré plus ou moins, ou en tout cas on comprend que il a perdu son père. Et c'est ça. Et que cette amertume, c'est l'amertume du deuil en réalité qui est traitée, mais d'une manière encore une fois totalement fantastique. C'est peut-être le passage le plus humoristique du film. Le plus absurde, ouais, surtout. Le plus absurde, ouais. C'est vraiment le passage, je pense, aussi le plus référencé à la culture forcément bouddhiste et qui perd totalement les occidentaux. Oui, je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé. C'est vrai que celui-là il est difficile dans sa lecture, pas parce qu'il manque de linéarité justement comme la séquence d'avant, pour le coup, parce qu'il est linéaire et que pas tellement sur mais ça reste la fin compréhensif par rapport à la séquence, par rapport aux séquences d'avant. Effectivement, c'est beaucoup plus, c'est un rythme qui est moins saccadé, c'est moins loufoque. Mais par contre, effectivement, plus posé aussi. Je pense que par rapport à ce que tu disais un petit peu, par rapport à ton avis général sur le film, c'est vrai que je pense que cette partie-là, c'est la partie qui fait le plus appel à une culture asiatique, une culture qui est autre que occidentale. Et même de l'histoire de la Chine, du coup, parce que là, oui, ça arrive au moment de Mao. Donc là, c'est plus ou moins ce que j'ai lu, en tout cas, ou ce que je comprends aussi à la fois du film, quoi. C'est que ça parle d'un moment où le gouvernement chinois, après on ne sait pas pour qui vraiment travaillent ces gens qui vont piller, mais on se doute que bon, voilà, il y a un grand mouvement en fait d'appropriation, on va dire, du patrimoine chinois où les gens n'ont plus tellement de respect pour leur culture et décident en fait de tout voler sur leur passage. Donc voilà, et puis peut-être que le personnage doit se lire dans cette lecture-là, tu vois, de quelqu'un qui a rogné sa foi et qui n'a aucunement accepté un acte, du coup, parce que tu comprends qu'il a fait manger un germe d'une pomme de terre à son père, et parce que son père s'était fait mordre par un chien et qu'il avait la rage, et donc il regrette en fait cet acte-là. Vous avez pas compris ça ? Si, bien sûr. Et d'ailleurs, l'esprit vient du coup s'incarner en prenant l'apparence de son père. Donc voilà, c'est en fait, ça joue sur le symbolisme effectivement bouddhiste, et ça joue sur une forme de. Je pense que c'est le passage le plus symboliste. Mais bien sûr, justement. Ouais. Et ça part dans le rêve, on va dire fantastique, et ça essaye d'avoir un côté assez hypnotique aussi au niveau de sa mise en scène. Moi, je pense toute la séquence justement le soir où il se retrouve seul dans le temple, où sa dent, parce qu'on l'a pas dit, mais c'est sa dent. Il a une rage de dents, donc qui est liée aussi à la rage qu'a eu son père, du coup, que le chien a refilé à son père, et donc c'est sa dent qui va reprendre l'apparence en fait de son père.
Sauf que c'est pas son père, c'est l'esprit du coup, comme on disait tout à l'heure, de l'amertume. Et moi, ce que j'adore, c'est ces premières séquences dialoguées qui sont d'une absurdité absolument totale, avec des plans qui sont d'une beaucoup plus lents au niveau du rythme, qui vont prendre beaucoup plus de temps Qui et, filme plus et des l'espace cadres aussi. beaucoup plus majestueux, c'est ça aussi, qui vont essayer de jouer dans l'espace du temple pour en faire un espèce de terrain contemplatif en fait, de quasi pensée hypnotique quoi. Et je pense notamment à toute la séquence justement après le dialogue entre les deux personnages. On a vraiment où il reprend du coup un ronflement Oui, qui va qui maintenir pendant 2 minutes, où ils vont dessiner du coup dans la fontaine de l'écriture en fait tout simplement chinoise, qui du coup peut se traduire sur du coup l'amertume ou je crois qu'il y a même la douceur, et après c'est dessiné à nouveau dans la douceur neige. devient l'amertume. La douceur devient l'amertume, voilà, c'est ça. Et c'est un peu, bon, tu comprends que c'est un peu l'acceptation Oui. finalement de son deuil qu'il faut Sur qu'il arrive les- à ça pour essayer de surmonter en fait D'ailleurs, tout une simplement très les belle Sur les séquence ronflements où- du père, du coup, parce que c'est les ronflements sur du les père. ronflements du père, Ouais. effectivement. Ouais. Et du coup, là, très belle séquence où je crois que c'est un kanji. Je sais pas. Bah, en ça tout cas, c'est le non, mot c'est au japonais, Japon, mais c'est de la calligraphie chinoise. Oui, par la c'est la exemple. calligraphie calligraphie chinoise qui est du coup tracée dans de l'eau où il y a une espèce de plante là qui reste, enfin qui Bah, est des algues, insubmersible et des algues. Mm, mm. Et du coup, il trace le truc au milieu de l'eau et en fait, c'est quasiment le même calligraphe et donc la douceur devient l'amertume quand il rajoute un trait. Puis c'est le vert représente l'amertume en C'est ça, général. Après, il joue sur le blanc derrière, donc Oui, c'est vrai, il y a une le blanc espèce dans de la neige. contraste entre les deux couleurs. Honnêtement, c'est le segment le moins abordable. Ouais, le Oui. moins abordable. Et oui, le plus contemplatif avec le dernier, moi je trouve, qui est très contemplatif aussi, mais En tout d'une cas, autre manière. par rapport à la nature, au décor, au temps qui passe, c'est vrai que c'est celui-là qui prend le plus le temps de regarder, effectivement, regarder en longueur, parce que c'est vrai que le plan final aussi, avec un lever de soleil sur la montagne qui passe à l'intérieur de la porte du temple et le chien qui Oui, se non, bah, rapproche de la Ça, lumière, Et puis encore une fois, il y a C'est sidérant de beauté, ouais. c'est vrai que celui-là... il y a aussi beaucoup d'absurdité aussi pour un peu parce que par exemple on va dire que L'esprit démon fume. l'esprit Ça fume. Il fume une clope qui se finit jamais, ouais, c'est ça. L'esprit explique qu'il était enfermé dans une pierre sur laquelle le chef du moine a Pisser, uriné. Et donc il lui dit si tu veux casser ta dent qui a la rage, prends la Oui. pierre la plus amère, goûte la pierre la plus amère et casse. Et donc en fait il lui dit que le fait que ce soit amer, ça n'avait aucun intérêt. Voilà, il lui dit mais pourquoi? Parce que ton chef a pissé sur la pierre. c'est Et tout. donc, du coup voilà, il voulait juste qu'il lèche la pierre sur laquelle il avait. Tout Voilà. Et simplement. qu'il a besoin de déceler du coup chez lui qu'est-ce qui finalement contient le plus d'amertume dans ses Exactement. propres regrets, étant donné que il doit se nourrir de cette amertume-là pour atteindre un état d'éveil. Et donc il y a toute une discussion un peu absurde autour de la rencontre de Bouddha. Mais c'est pour ça, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il fume en continu l'esprit, parce que aussi Exactement. lui a arrêté de fumer, enfin Ouais. non, on n'avait jamais voulu commencer à fumer parce qu'il est Son un père. ancien prêtre, Ah oui. parce que c'est un ancien effectivement Et donc- sage de Bouddha. Bien sûr. Et donc alors j'ai pas bien compris qui était réincarné en chien. Est-ce que c'est l'esprit ou c'est le Apparemment, c'est l'ancien moine, enfin, en tout cas, le Ok, donc personnage le moine, du coup, principal. qui revient. Si j'ai bien compris, ouais. donc Parce le que chien qui avait la rage. après, c'est dit du coup dans la voix off. le révoleur de interne, voilà. Exactement. Et donc, ce segment se finit donc sur cette réincarnation au chien, donc il y a évidemment une référence au fait que le chien avait la rage, etc. Je pense. Et donc on nous amène 10 ans plus tard cette fois. Donc pour le segment, je pense que on apprécie le plus avec donc toi surtout Alix, je crois que c'est. Ah, moi, ce sera le 4e de toute façon. Oui, Ouais, c'est vrai les, qu'il y a le les deux se battent en duel, Les c'est deux vrai se que le battent en 3 est le 4ème, mais c'est vrai que le C'est 3 un des plus aimables. Pépé, c'est surtout, c'est l'un des plus aimables, je suis d'accord avec toi, et c'est celui qui, effectivement, en tant que spectateur, disons, ceux qui sont le moins habitués à des films qui sont assez peu digestes globalement, va vous rattraper. Parce qu'effectivement, si vous n'avez pas l'habitude de voir des films foisonnants comme celui-là, où effectivement, ça fait beaucoup appel à un laisser-aller, où effectivement, il faut se laisser prendre par la mise en scène et poser un petit peu sa recherche de cohérence en continu de côté, bah là, voilà, cette partie pourra vous rattraper, effectivement, parce qu'on reste globalement sur une relation, voilà, une relation père-fils. Explique-nous un peu ce qui se passe dans ce segment. Oui, alors du coup, on arrive dans une gare qui est
illuminé, tout est extrêmement lumineux dans cette séquence pour le coup. Alors une lumière qui fait un petit peu artificielle, hein, mais en tout cas un soleil qui est omniprésent. Et on va avoir du coup une jeune fille des rues, hein, globalement, qui vit toute seule, orpheline, qui va se prendre d'amitié pour un escroc. escroc, voilà, un charlatan, hein, globalement, mais qui fait preuve quand même d'une certaine malice, hein, qui est plutôt intelligent. Et du coup, il va décider de la prendre sous son aile parce qu'il a un coup de poker à jouer avec un mafieux extrêmement riche qui, lui, cherche justement à égayer ses parties, ou en tout cas égayer ses après-midi avec de grands joueurs de cartes. Et du coup, C'est pas vraiment ça, c'est que le vieux recherche tout simplement des médiums ou Voilà. des gens qui sont capables de deviner Mhm. ce qui est à l'intérieur d'une boîte brûlée, en l'occurrence une lettre que sa propre fille en fait avait écrite, mais qui malheureusement en fait est à moitié Décédée dans un carbonisée incendie. après l'incendie dans lequel elle-même est morte en fait. Voilà, Mais pardon, ça, désolé. ça, on le Non, sait mais pas au après, début, en c'est- tout cas, on sait qu'il cherche quelqu'un qui fait des tours de magie. On sait qu'il y a un concours autour de ça. Et donc, il se dit, tiens, je vais pouvoir gagner de la thune. Mhm. Et donc, il me faut absolument un enfant un peu naïf et intelligent pour que je puisse lui apprendre mes tours et que les gens y croient, quoi. Oui, parce que c'est vrai que la séquence débute, c'est juste lui qui arrive à la gare et il demande à ses connaissances de la gare, montrez-moi la fille la plus Je crois qu'ils se intelligente connaissent ou le pas, gamin. hein. Moi je pars du principe qu'il arrive là, il sait pas du tout où il C'est est. pas dit. Ouais. Ouais. Ouais, je sais pas, parce que j'ai l'impression que les gens l'accueillent. Après, c'est juste qu'aussi, il a une forme de charisme Il accueille naturel. très très mal, hein, quand même, hein. Il trouve des billets par terre et un même mec en fait le trouve plus ou moins en même temps que les trouve en même temps que lui, et ils commencent à se regarder tous les deux en se disant on se le partage, parce que c'est en gros c'est une somme qui a fait des billets qui sont tombés d'un sac d'un type en fait. Ils font semblant de pas l'avoir trouvé quand ce type là en question revient, et ensuite il se fait clairement arnaquer par ce type-là qui est un escroc comme lui en fait, Ouais, voilà. avec qui il va faire plus ou moins, il Je va y pense avoir qu'ils une se reconnaissent. association. Ouais, ils se Ils reconnaissent se parce qu'ils reconnaissent sont entre escrocs tous escrocs, les deux. mais en l'occurrence, moi je pense que lui est de passage et arrive, d'ailleurs c'est plus ou moins montré, hein. Il Mhm. arrive au début dans cette espèce de camionnette et il sait pas tellement où il se trouve. Et c'est là où je trouve que certes, c'est le plus compréhensible des segments, avec surtout le quatrième qui pour le coup est le plus intelligible. Mais voilà, des fois ça manque de précision scénaristique par intention. C'est-à-dire que pour vraiment t'essayes de deviner un petit peu tout cet univers et les tenants et les aboutissants quoi, de l'intrigue, quoi. Et donc, tu l'as dit, il y a là, déjà le lien qui se crée entre les deux est très belle. Bon, le fait est que à la fin, lui se tire sans donner de nouvelles à l'enfant en fait qu'il a formé toute sa vie. Donc il y a déjà de l'humour avec aussi elle Bien essaye de sûr. lui faire devenir quelle est la. C'est là où il y a enfin, le lui plus faire dire- d'humour, c'est le segment où il y a le plus d'humour, je pense. Et elle essaye de lui faire dire quel est le. Alors, il y a une espèce de. Toi, tu as l'énigme, je crois, Alix. Ouais, Qu'est-ce le qu'on fait perd et qu'elle- qu'on ne retrouve jamais. Qu'est-ce qu'on perd et qu'on ne retrouve jamais, effectivement. Mais c'est surtout que la petite fille, c'est de elle que vient toute l'interaction positive entre les deux, parce qu'effectivement, ça se voit qu'elle essaie de tisser un lien en continu pendant toute la durée du court-métrage, qu'il ne rejette pas forcément, parce qu'il a besoin de la garder sous Elle son s'est fait aile. abandonner par son père, Voilà. et donc elle est en recherche quelque part d'un nouveau modèle. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est même pas le premier modèle qu'elle a pris, parce qu'elle dit aussi qu'elle avait déjà été, qu'elle s'était déjà liée d'amitié, ou en tout cas s'était éprise d'un autre, on sait pas trop, un autre Oui. tuteur ou autre, on sait pas, mais en tout cas d'un autre homme qui était rentré dans sa vie. Il avait déjà abandonné une nouvelle fois, elle avait été abandonnée. Donc elle est encore en recherche, elle n'a pas perdu toute forme d'espoir sur le fait de trouver quelqu'un qui pourrait effectivement la prendre sous son aile. Et du coup, bah oui, la relation est très belle, hein. C'est vrai que elle a un jeu de devinette où elle est particulièrement maligne, elle est particulièrement intelligente, et du coup, ça va être des dialogues qui sont assez savoureux entre elle et lui. Elle qui fait preuve d'une grande curiosité, et elle pose des questions qui sont super marrantes, et du coup, voilà, tout le dialogue entre elle et lui va tourner autour du fait qu'elle a des devinettes un peu philosophiques et un petit peu intelligentes qui viennent, je pense, effectivement beaucoup de littérature chinoise. Et la dernière devinette, en fait, est un jeu de mots un petit peu salace, enfin pas un jeu de mots, mais une blague un peu potache de bas niveau. Oui, puisque tu penses qu'en plus c'est le dénouement tragique, parce Exactement. qu'elle n'arrive pas à la résoudre, et en fait tu finis sur une absurdité totale. Mais moi ce que je trouve intéressant, et on n'en a peut-être pas parlé sur les autres segments, c'est que c'est relié quand même principalement à des sens. J'ai lu ça du coup après, je n'avais même pas moi-même remarqué. Et notamment là le sens qui va être mis en avant, c'est le sens de l'odorat, Bien sûr. étant donné que pour les fameux tours de magie,
pour faire croire en fait au don de la petite. Sans la carte. Elle doit du coup convoquer son odorat pour essayer de deviner les cartes en fait qu'elle peut pas voir. D'ailleurs, il y a quelque chose de très beau, c'est qu'on ne sait pas au début que le grand, donc l'espèce de personne chez qui elle va pour le mafieux appelle, le mafieux, voilà, comme ça. Le vieux, il appelle. il brûle la carte. Et Oui. nous, enfin, pour être sûr qu'elle c'est pas un tour de, tu vois, un mauvais tour, machin et tout. Et du coup, on se dit, tiens, mais pourquoi? C'est pour essayer de voir si elle mérite vraiment, si c'est pas machin, etc. Et après, quand il lui fait sentir la lettre brûlée de sa fille, c'est là qu'on comprend tout, quoi. C'est qu'en fait, il y croyait, mais il voulait s'assurer que si cette lettre ou si cette carte était brûlée, elle pouvait quand même sentir avec son don, voilà. Donc c'est aussi, moi, ça me fait beaucoup penser au Prestige pour le coup de Nolan, où il joue pas mal aussi avec le spectateur, en fait, les tours. Nous trompent aussi nous-mêmes et je trouve que c'est aussi un des passages les plus intelligents. Puis moi j'adore l'entraînement de l'escroc avec l'utilisation des miroirs partout, l'utilisation des signes pour effectivement comprendre que les deux ils sont en train tous les deux de monter leur arnaque. Et mais même aussi on revient même à la substance même du film. Il y a une des devinettes, elle dit qu'est-ce qu'on peut faire seul et qu'on ne peut pas partager, et là il parle le rêve, la classe, quoi. C'est vrai, mais de toute façon, oui, ça fait penser au Prestige de Nolan, parce que de toute façon, c'est aussi le même étymologique dans le cinéma, c'est-à-dire que le cinéma est synonyme de toute façon de fabrication et de tour de magie. Donc ça, le film l'illustre peut-être de manière pas grossière, mais de manière assez évidente, quoi, finalement on peut le dire. Et c'est peut-être le seul reproche des fois que je ferai à ce segment-là, c'est d'être peut-être un peu trop consensuel et un peu trop peut-être caricatural. Et à la fin ça termine en gros drame aussi, en plus, mine de rien. Et à la fin ça termine en gros drame, malgré le fait que c'est un drame qui tend plus vers la mélancolie que vers la tragédie, tu vois, pure. Il meurt quand même. Non, il se fait quand même tirer dessus, ou il se fait poignarder, et tu le vois que lui part et que la petite essaye du coup de deviner la lettre, la fameuse lettre du coup brûlée, et termine par dire en fait au vieux que la vérité est inaccessible, en lui sortant une phrase totalement cryptique que j'ai oubliée. Non, mais après on sait pas s'il meurt, mais il s'en va avec le ventre globalement ouvert et du sang partout. Sans qu'il est pas en bon état. Je pense qu'il va pas très bien s'en sortir. Ils ont pris son argent aussi. Et en plus il a perdu l'argent qu'il a gagné en abandonnant. Ce que je veux dire, c'est que le film te force pas de toute façon à l'émotion non plus sur ce segment-là. C'est ça qui est agréable. C'est-à-dire qu'il y a vraiment en fait une tendresse dans le portrait qu'il dresse en fait de ces deux personnages, mais à aucun moment le film tend vers une forme de misérabilisme, de pathos ou quoi que ce soit. Donc effectivement, mais il y a une certaine naïveté en fait, voilà, c'est ça. Il y a une certaine naïveté dans l'histoire qui te raconte. Et une candeur, mais c'est une candeur qui est effectivement très agréable, mais je trouve qu'il est loin pour moi je l'apprécie émotionnellement, mais disons qu'en termes de forme, c'est peut-être le segment qui m'intéresse le moins, parce que vraiment sur les deux premiers, je trouve qu'il y a une plus grande radicalité et une plus grande diversité dans les prises de vue, dans le rapport au montage, alors que là effectivement ça va surtout être l'histoire et l'émotion qui vont être mis en avant. Et effectivement, ça nous amène à l'apothéose. Oui, parce que après donc avoir parcouru, on va dire, les 80 ans de cinéma, Bigan nous emmène donc en 99 pour ce dernier segment, qui est un plan de séquence, donc le jour de l'an, donc on est à l'aube des années 2000. Est-ce que pour lui ça représente la mort du cinéma? On ne sait pas. Mais je pense qu'à la fin, c'est quand même une vision assez sombre. On en reparlera si tu veux tout à l'heure. Mais voilà, et donc un plan de séquence entre trois personnages assez impressionnant, il faut le dire, au milieu donc du Nouvel An à 99, dans un espèce de village chinois un peu perdu, et la rencontre. Alors c'est une ville. Ça a été tourné dans une ville portuaire. Une ville portuaire extrêmement grande pour le coup. J'ai regardé. Ça n'a pas l'air dans le film, c'est pour ça. Non, dans le film ça n'a pas l'air, mais un quartier. C'est ça. Et donc on filme la rencontre de deux personnages, donc deux personnages un peu mystérieux, donc un mafieux ou un simili mafieux qui fait partie d'un gang en tout cas. Un petit caïd quoi. Ouais, un petit caïd des rues. 18 ans quoi. Et une femme qui semble être une vampire. Qui semble être. Non.
tu le comprends au fur et à mesure, mais En tout cas, oui, l'ouverture, le film démarre, on est effectivement aux abords du port et enfin ce nouveau segment démarre, on est aux abords du port et on découvre tout de suite cette lumière qui va globalement rouge, ouais. prendre. Ouais, c'est assez rouge, vous avez remarqué? Légèrement. Oui, c'est une lumière rouge quasi monochrome, hein, globalement, qui va être quasiment l'unique source de lumière pendant une grosse majorité. Rouge de ce orangé qu'on- quand même. Des fois, ça tire un peu vers le orange. Quand je dis que c'est monochrome, c'est effectivement, il y a plusieurs teintes de rouge, mais globalement, c'est que du rouge, c'est plus ou moins fort, effectivement. Et du coup, Maxence l'a un petit peu dit déjà en amont, mais c'est parce que ça fait tout de suite rapport à, effectivement, en fait, on est dans une histoire de vampire, on va avoir le rapport au sang qui va être très C'est un important. rapport au cinéma de genre aussi de monstre qu'il n'avait pas Exactement. encore évoqué jusque-là dans son film. Le monstre, exactement. Et moi, ça m'a pris du temps avant d'arriver Ouais, moi à la compréhension de cette histoire de vampire, mais ça C'est m'a fait exprès, rassurez-vous. Oui, bien sûr, c'est fait exprès, mais ça m'a même aussi pris du temps avant de comprendre qu'on allait être dans un plan séquence de 40 minutes, hein, parce que, enfin non, 35 minutes, 30, ouais. 35 minutes. 34, 35 minutes. 35 minutes, ouais, enfin voilà, on va se manger un gros plan séquence, parce que c'est vrai que je pense à partir de 15 minutes, j'ai fait putain, mais il a pas coupé, en fait, et parce que c'est vrai que la caméra se déplace énormément, on va avoir plein de personnages, beaucoup de décors différents, et voilà, donc ça commence sur le port. C'est un aller-retour. Hein. C'est un aller-retour, C'est oui. structuré comme ça. C'est carrément un aller-retour, mais en fait, c'est cette traversée, parce qu'il va être très, très difficile à expliquer, mais globalement, la caméra va être mouvante et on va avoir effectivement une romance qui va se créer pendant ces 35 minutes entre ces deux personnages. Une rencontre qui va amener oui. à une romance. Une rencontre, une romance, conflit péripéties, résolution. En 34 minutes. En 34 minutes, un plan et un aller-retour. Et non, mais c'est assez Et époustouflant, cette séquence. 110 techniciens à peu près, je pense, minimum pour le plan. Voilà. Mais c'est vrai. 10 changements de batterie. Ouais, non, mais c'est vrai que même le tout départ, quand on arrive sur ce port là qui est rouge complet. En fait, on commence vraiment sur le fleuve, on filme le fleuve Mhm. et d'un coup, il y a une main qui rentre dans le champ. Ouais. Et c'est à partir de là que la caméra recule et qu'on se rend compte que ce fameux, du coup, enfin, on va l'appeler le révoleur, ça sera plus simple. Ce fameux révoleur, du coup, est endormi à moitié sur une espèce de petite barque et qu'il est réveillé par l'espèce de raffut monumental qui est fait à côté. Parce que tout le monde pense que c'est la fin du monde. On est le tout le 31 décembre Il y a- 99. de toute façon, c'est un segment apocalyptique. Hein. Oui. C'est Ah ça. oui, on Tout le est monde pense complètement qu'on va y passer, donc ce qui est absolument parfait de toute façon pour les thèmes traités qui Bien sont sûr. liés à la vie, à la mort et au film de toute façon de vampires. Et qu'il y aura une résurrection si le jour se lève. Voilà, c'est ça. Et qui est à la fin aussi de tous ces segments en fait qui traitent de l'histoire Bien du sûr. cinéma, quoi. Et c'est aussi le passage au numérique. Bon, Oui. c'est pas traité clairement, mais c'est symboliquement ça traite de ça aussi. C'est vrai que dans l'histoire du cinéma, quoi. C'est vrai que C'est peut y c'est revenir. aussi le souvenir le moins cryptique parce qu'il me semble qu'on l'a pas dit, mais plus on se rapproche du présent, Plus ça devient compréhensible plus au ça niveau des devient histoires. compréhensible. Et Complètement, c'est ouais. aussi un rapport à l'éloignement et la mémoire et le rapport que tu as à ton souvenir. Parce que on s'en souvient moins forcément 100 ans après que 10 ans après. Exactement, c'est des souvenirs qui deviennent de plus en plus intelligibles et Et compréhensibles. le ouais, c'est ça film, qui est- dans sa forme lui-même, devient de plus en plus moderne, contemporain. Et c'est pour Et ça c'est que le pour plan ça aussi- séquence c'est absolument parfait Plan pour ça, quoi. séquence, Ouais. ratio d'image en 16/9 grand format. Du coup, on a quitté l'anamorphose pour rentrer dans une image qui peut même faire sérielle, hein, qui peut faire que Oui, c'est vrai. rendu Il y a format un rapport série à la télé. série télévisée. Bien sûr, au niveau de l'image. Alors, par contre, pour le coup, c'est pas la mise en scène d'une série télé, mais crois C'est un peu mieux, je crois. mais effectivement, oui, que ce soit d'un côté très formel, en fait, c'est tout à fait cohérent avec voilà toute son avancée dans l'histoire du cinéma pour arriver du coup à ce plan séquence. Et je te laisse continuer, Maxime, sur La ce rencontre qu'on entre ces voit. deux personnages, donc, et notamment une rencontre qui se fait à travers l'ombre au début. Ah, c'est ça, parce que après ils quittent la fameuse petite barque, ils se rendent compte que le boucan pas possible en fait vient d'un gang, on l'appelle je crois le gang des impairs. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est des jeunes de 20 ans qui sont imperméables et Le caïd qui motard. ouais, c'est ça, qui terrorisent un peu tout le quartier. Et là, ils sont en train de suspendre un type à une corde en fait au niveau d'une grue. Enfin, d'un échafaud plutôt, je sais Ce qui pas fait très bien ce que c'est. réminiscence aussi avec le personnage du premier segment qui est aussi attaché à une corde. Tout à fait, c'est vrai. Ouais, Euh, ouais. Et après, pareil, il joue aussi sur des liens avec le premier segment qui se passe du coup
dans les sous-sols de la fumerie d'opium, étant donné qu'il reprend du coup l'ombre Bien sûr. pour traiter du coup de la figure vampirique qui a souvent été traitée comme ça. Mais donc en gros, le jeune homme va progresser. Et là, je pense que pour moi, cette partie du plan fait partie de ce que j'ai vu de plus beau dans le cinéma contemporain en termes de photographie. C'est-à-dire que c'est entre le rouge écarlate et le blanc de la fumée. Oui, on est plongé dans une forme de quasi-apocalypse et en même temps d'émerveillement visuel. Et je pense que, honnêtement, c'est en termes de beauté purement visuelle, c'est une des choses les plus folles que j'ai vues récemment. Ça, c'est sûr et certain. Et je pense que dans le cinéma des années 2020, pour l'instant, c'est la chose la plus belle que j'ai vue. Et au fur et à mesure qu'il progresse et qu'il arrive vers ses motards, on se rend compte en fait que un autre personnage est là. On voit seulement son ombre. Et on apprendra plus tard effectivement que c'est une vampire. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est la chorégraphie qui est vraiment réfléchie pour qu'elle soit progressive et que les personnages, en fait, au fur et à mesure, se rencontrent et le plan séquence est élaboré d'une main de maître, quoi. C'est ça qui est absolument fou. Des fois, on va suggérer d'abord par le pied, avant la pleine rencontre. Comme je vous ai dit, il y avait l'ombre du coup sur le poteau. On se rend compte qu'elle mange une pomme, donc il y a déjà la tentation d'aller vers elle, et en même temps, la tentation, c'est aussi elle qui a envie potentiellement de le mordre, de se nourrir de son sang. De se libérer de ses chaînes aussi. Et de se libérer de ses chaînes aussi. Et puis on se rend compte que c'est pas gratos, ce gang des impairs qu'on voit. En fait, on va les revoir 15 minutes plus tard. Et en fait, c'est toute une traversée sur un niveau du coup on va arriver sur un niveau supérieur pendant la rencontre du coup de ces deux personnages. Et on va progresser au fur et à mesure dans les rues. Dans des rues qui effectivement font penser, je disais apocalyptique, mais on est quasiment sur des références cyberpunk des fois. C'est ça qui est assez hallucinant. Disons que le personnage qui vend les pilules qui prolongent la vie d'un homme, c'est du cyberpunk, c'est du pur et cyberpunk. dur. Le C'est fait qu'il ait d'un pilier pour bien sûr. comme lunettes, c'est... Et en même temps, on a l'impression vraiment que c'est du cyberpunk, mais pas totalement, parce qu'on est dans un rapport très industriel, en fait, à la fin du XXe siècle, dans une ville remplie de débris, remplie de ruines. Les bidonvilles de Night City, hein, effectivement. Ouais, c'est un peu ça. C'est plus ou moins ça, ouais. Mais sans la modernité, je veux dire, il y a des néons de partout, puisque de toute façon, on est en Chine, et qu'en Chine, il y en a énormément dans des villes comme ça. Mais c'est vrai qu'on n'a quasiment pas d'écran. Le seul écran qu'on va avoir, il me semble, c'est l'écran de la petite télé du karaoké. Qui est une télé cathodique, ouais. Cathodique, totalement. Ouais. Comme Puis tu avais c'est- dans les années 90. Et puis c'est les quartiers des plaisirs, hein, donc globalement c'est très insalubre, ils se font arrêter à chaque... Et c'est pour ça que le plan séquence, il est aussi particulièrement dur à mettre en place, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris la facilité de faire en sorte que ce soit un dialogue continu entre les deux personnages pendant 30 minutes, non pas du tout, ils vont se séparer continuellement. Dans les 30 minutes, en fait, ils vont très très peu rester ensemble. Exactement, et il va y avoir beaucoup de passages où même la caméra les abandonne totalement pour suivre du coup un autre personnage, et là on passe en plan subjectif. C'est quand même assez hallucinant, quoi. Enfin, moi j'ai rarement vu un plan séquence aussi travaillé dans le cinéma actuel, et honnêtement je pense que ça fait partie des plus grands plans séquences de l'histoire du cinéma. Ce qui est intéressant, comme tu dis, c'est que c'est un plan de séquence qui est subjectif. Donc en fait, non, il y a un plan subjectif à un moment. Oui, mais on voit pas le visage de la personne qui observe en fait les deux personnages, et c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait ça donne aussi il y a quelque chose d'un peu inquiétant qui se dégage de oui, ça. parce qu'on entend sa respiration. Mais c'est vrai que c'est la force, c'est vrai que ce truc du point de vue subjectif, en fait, c'est-à-dire qu'il y en a quand même peu des plans séquences qui arrivent à avoir une pluralité de points de vue. Parce qu'un plan séquence, ça demande globalement de continuellement garder le même point de vue pour éviter de perdre le spectateur. Et là, il y arrive. Et puis des fois, on se détache même du personnage. Je pense notamment juste avant qu'on passe sur le point de vue le plan subjectif du fameux gangster qui est vampire aussi, qui s'appelle Luo. On est dans une maison en ruine, et en fait elle nous explique du coup le personnage féminin nous explique, j'ai plus son nom en fait, donc malheureusement je ne pourrais pas la citer, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle nous explique qu'on est dans une ancienne maternité, et il y a quelque chose sur lequel il joue beaucoup, c'est notamment les envolées des oiseaux à chaque fois. Moi ça m'émerveille, c'est absolument sidérant, et en fait la caméra des fois va basculer en panoramique latérale, et pour filmer vraiment des niveaux, des horizons totalement différents, et il y a une réflexion en fait sur comment on change de niveau
en termes d'espace géographique, de décor, je veux dire, mais il y a aussi une réflexion sur comment on diversifie tout le temps le mouvement, en fait. Des fois, le mouvement va être extrêmement fluide, après, il va être un peu plus saccadé, après, effectivement, il doit représenter un plan subjectif. Il y a un timelapse. Il y a un timelapse. Je pense que honnêtement, il y a au moins 10 changements lumineux dans le film. Donc il y a des changements de lumière qui sont assez balèzes, vraiment des fois, parce qu'on disait oui c'est rouge, mais des fois ça va être aussi quand on va se rapprocher du karaoké, Bleu, blanc, froid, bleu, noir un petit peu. Sur le bateau aussi, c'est beaucoup plus froid. Et Ouais, c'est pour ça totalement. que c'est en cohérence du coup avec tout ce qu'on disait et le fait qu'effectivement on se rapproche de l'ère moderne du cinéma où on peut s'amuser, je sais pas si c'est l'amusement, mais en tout cas on peut expérimenter ce genre de dispositif technique où on peut effectivement avoir une caméra qui fait 30 minutes avec 14 lumières différentes, ce qui était impossible en 1920. Oui, Et ou du alors coup, via c'est- des pastiches, enfin tu trouvais des solutions pour couper la caméra Oui, et c'est ça. refilmer derrière. Après, c'est encore une fois le mystère. Comme je vous ai dit en off, moi j'ai fait Ouais. des recherches. On ne sait pas vraiment s'ils ont fait ça en une seule prise. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des prises complètes qui ont pu être tournées. 3 prises complètes en l'espace de 2 semaines. Après, est-ce que celle qu'on voit dans le film, du coup, ils ont raccordé du coup 2 prises ou 3 prises ou 4 prises. On ne sait pas. En tout cas, nous, on a cette illusion, en tout cas cette sensation plutôt que cette illusion que tout a été pris en fait en un seul coup. C'est ça qui est absolument fabuleux, c'est-à-dire qu'on sent pas du tout les coutures dans ce plan. C'est très dur quand même à exécuter un plan et à raconter une histoire Oui, parce que des fois, indépendante. C'est ça sur qu'on... certains plans séquences, par exemple chez Naruto, on peut voir que la caméra se pose devant une vitrine, puis elle remonte ensuite, on comprend que là il a coupé. Mais mais là pas du tout en effet. Et à travers ça, donc on va suivre donc les différents personnages, tu l'as dit, et on va finir donc dans une espèce de boîte, en tout cas un Discothèque, bar-boîte, karaoké, karaoké, avec notamment, donc on comprend, parce que le personnage féminin donc jette des bouteilles de sang au sol, donc là on peut comprendre que elle boit du sang et en fait le mafieux en fait qui la retient refuse de la laisser partir avant le lever du jour. Et donc il l'enferme dans une chambre et il va se mettre à chanter une chanson du karaoké, en tout cas au karaoké qu'on voit donc sur l'écran cathodique. Et là il y a une espèce de, donc on va Il y a l'intrusion du fameux révoleur qui vient plus ou moins sauver la fille, sa future femme, et qui se fait c'est un gros passage à tabac quoi. C'est un gros passage de tabac, voilà. Et c'est-à-dire que c'est quand même se fait démonter par 15 types quoi. C'est l'intervention héroïque la plus succincte qu'on ait jamais vue. Ah, mais ce qui est bien, c'est l'intelligence aussi des fois de reposer sa caméra pour essayer d'éviter des mouvements à tout prix. C'est très beau, c'est très poétique. En fait. C'est-à-dire que lui est en train de chanter assis à une table et à l'extérieur de la profondeur de champ, lui en fait dans le flou est en train de se faire tabasser, et c'est un plan qui maintient pendant au moins 30 secondes, et c'est ça qui est bien, c'est qu'il est vraiment pensé pour avoir plusieurs respirations aussi, ce plan séquence. Des plans, enfin en tout cas des cadres à l'intérieur des plans qui vont être extrêmement diversifiés. Et ce moment est d'un lyrisme incroyable et en même temps est extrêmement tenu, parce que si tu regardes ce moment là du coup où il chante au karaoké doit durer au moins, parce qu'il y a 2 chansons qui s'enchaînent, il y a lui qui se fait passer à tabac et qui finit par lui tirer dans la main. Je pense que ça dure au moins 3 minutes. La caméra littéralement est dans un espace qui fait 5 mètres carrés. C'est ça qui est complètement fou. C'est assez impressionnant, ouais. Donc, il va jouer aussi sur les extérieurs, donc on va voir en effet le personnage qui chante, ils discutent ensuite ensemble, on vous passe les détails, et il y a surtout un plan, une fois que le personnage a fini de se faire passer à tabac, c'est un peu mystérieux, ils discutent ensemble, la fille revient, elle chante, et la fille chante une chanson que je n'arrive pas à trouver, aidez-moi s'il vous plaît dans les commentaires. C'est une sublime chanson traditionnelle chinoise à mon avis, qui commence par aux premières lueurs du jour, achète une fleur de magnolia. Voilà, elle pleure du coup parce qu'elle pense que son fameux copain est mort, et on apprendra plus tard effectivement qu'il n'est pas mort. Et à la fin du karaoké, je continue ce que tu disais, on la voit s'arrêter, commencer à regarder l'aurore. Du coup c'est plutôt drôle parce qu'on voit l'aurore arriver. Le karaoké où il se trouve s'appelle aussi l'aurore, je sais pas si vous avez fait attention. Et pour les vampires. Ironique pour les vampires, effectivement. Mais je pense que le film est plein d'humour. Hein. C'est ça qui est assez incroyable. Et effectivement, on voit la rue depuis la salle du karaoké.
Et là, il y a un truc totalement improbable qui ne s'est jamais fait, je pense, dans l'histoire du cinéma. Des gens montent un écran en direct, il y a un Il y a un time-lapse. time-lapse, merci. Ouais. C'est ça qui est complètement fou. Donc on se demande, moi je me demande, à un moment je regardais juste avant qu'elle prenne le micro pour chanter, je me demande si là il n'y a pas une coupure. Parce que la caméra tremblante un peu, enfin bon bref, on Oui. va Mais arrêter je, de... je pense qu'il y en a plusieurs des cuts quand Je même. pense qu'il y en a plusieurs aussi des Il est cuts. beaucoup trop Peu complexe le importe, plan séquence. Parce que le Mais oui. timelapse, en fait, ce qui est passionnant, c'est que c'est un plan accéléré, vraiment très accéléré. On voit des jeunes investir la rue pour regarder l'arroseur arrosé des Frères Lumière. Et ce qui est fou, c'est C'est une que... référence au début du film. Référence au début du film, du coup, et c'est plutôt drôle parce qu'on termine le XXe siècle avec des Avec jeunes des- qui regardent un film du début du XXe siècle. Donc la boucle est un peu bouclée, quoi, finalement, Complètement. parce que c'est un peu tout l'histoire des 4 segments. Et en même temps, on voit que la vie défile à une vitesse très très rapide et qu'en même temps, le cinéma, bon, ça, je pense que c'est la conception de Bigan, est immortel vu que lui, il passe en vitesse réelle. Donc, dans un seul plan, il arrive à faire passer Oui, c'est le vrai. film en vitesse réelle. Donc, je pense qu'en fait, c'est de l'incrustation numérique, très clairement, le film des Frères Lumière. Mais voilà, c'est encore une fois, on pourrait gloser 1000 heures de toute façon sur les significations, mais ce qui est complètement fou, effectivement, c'est qu'après, il y a la lumière qui s'éteint, le lever du jour L'écran est arrive, rangé, l'aurore les est gens vraiment là, partent. c'est ça Et exactement. donc là, parce que pour la fille chiante, on ne sait pas ce qui est devenu son. C'est du hors-champ à partir de là, en fait. Oui, voilà, c'est du hors-champ, tout se passe en hors-champ. Donc la caméra va repartir vers la rue, elle va accélérer drôlement, et puis les deux personnages vont sortir sur les côtés, et là on les reprend à ce moment-là, et en fait ils se déplacent vers le bateau pour s'enfuir ensemble. Dans une Et- espèce d'innocence magnifique, quoi. Magnifique, et donc ils montent sur ce bateau, et c'est là, je pense, Alix, que tu as compris que le personnage. Ouais, de moi la c'est vrai que fille j'ai était découvert. inventé. Ça y est, tu as vu cette dent J'ai tellement subjugué par la mise en scène, Voilà, parce qu'ils essayaient de me Elle lui dit montrer. j'ai un secret à te dire, et lui dit je sais déjà, je connais déjà ton secret. Ça, c'est pour les gens qui n'avaient pas compris. Tu Ouais, vois, oui, c'est c'est ça, Bigan c'est- qui dit... elle le dit, À un à moment- moi, mais le personnage l'avait compris depuis 20 minutes, lui. Oui, et Effectivement, puis- elle a deux belles canines. Deux belles canines. Qui- D'ailleurs, je trouve que c'est peut-être un des aspects les moins réussis du film, c'est qu'on voit bien que c'est quand même une Ah oui, synthèse. oui, oui, Mais- mais c'est un peu aussi, voilà, C'est ça- intentionnel. Ouais, ouais, C'est ouais, totalement ça- intentionnel, la facticité de la chose. Exactement. Et donc elle finit par, ils finissent ensemble par mourir en fait, parce Mhm. qu'elle va voir le début du jour et finalement elle mord son protagoniste Bien à sûr. sa demande en fait, parce Mhm. qu'ils s'aiment. Elle tue, tu veux dire. Elle le tue. Elle mord. Oui, enfin Ah, elle elle est mord, donc morte. le tue Ouais. et elle, je crois, va du coup. Et ils s'embrassent en fait sur un plan séquence, on l'a pas expliqué, où ils prennent le bateau. Et c'est quand même assez extraordinaire parce que on pourrait totalement, au vu de ce qui se passe, ce qu'on a expliqué dans le karaoké, se dire que c'est un fantasme absolu. Qu'ils Ouais. n'ont jamais pris de toute façon ce Je bateau. pense- C'est possible, hein, le timelapse peut Totalement. indiquer Oui, ça. oui, et d'ailleurs, c'est- même le Oui, chemin parce qu'on en arrive arrière, à le l'aurore et retour. finalement il y a un timelapse de fou et bon, l'aurore est. Moi, je retrouve une énergie, tu vois, juvénile sur ce que le cinéma est capable de représenter, sur une espèce de jeunesse qui, malgré les Oui, aléas c'est vraiment d'une un film de teenager un peu, ça te fait. Exactement, moi ça me fait penser un peu aux Amants du Pont-Neuf des fois sur, Ouais, ouais, sur ça- l'aspect un peu débridé, lyrique de cette jeunesse-là, quoi. Ou plutôt mauvais sang que les Mhm. Amants du Pont-Neuf. Mais en tout cas, ouais, c'est totalement magnifique. Et puis encore une fois, on le rappelle, tout a dû être très très difficile à organiser, étant donné qu'ils descendent la ville, ils arrivent dans le bateau part. Après, Maxence vous a expliqué ce qui se passe entre les deux, mais tout ça pendant un lever de soleil. Donc en Ouais, fait, c'est c'était chronométré, encore une fois, à la seconde près. C'est ça qui est absolument dingue. Et on voit Il que faut la lumière du jour. il y a quasiment pas il y a pas d'effets spéciaux numériques, Parce que c'est-à-dire le qu'il fait soleil tout se lève, vraiment. Oui, ça, le soleil se lève quand ils sont sur le bateau vraiment et on Ouais, voit ouais, la qu'ils lumière avancent du sur le jour, fleuve, ouais. ouais, effectivement. Ouais. Donc il faut aussi que le bateau puisse se déplacer. Enfin, c'est assez fou. Quand bien même le film ne se termine pas vraiment là-dessus, puisqu'on à la fin de ce segment, donc on retrouve le révoleur et la femme, donc la quadragénaire que l'on voyait au début du film. Et donc La grande autre. la grande autre. Et donc elle va récupérer donc le personnage mort joué par Jackson E donc dans ce dernier segment, et va lui mettre le masque du révoleur pour le faire vivre un peu plus longtemps. Et c'est là qu'on parlait de l'aspect le plus futuriste du film, c'est qu'elle va l'emmener dans un immense cercueil plein de lumière rouge, très
voilà, très cyberpunk en fait, hein, dans l'idée. Oui, là, c'est une énorme machine mécanique avec des lumières rouges partout qui font du coup, qui est une forme de machine à imaginaire où elle vient du coup enfourner le revolver espèce de pour qu'il four, ouais. vienne nourrir l'imaginaire collectif d'un C'est un peu cinéma ça, ouais. métaphysique. C'est clairement le liquide Oui. fait référence à la mémoire ou à la connaissance. C'est des étoiles, c'est les étoiles des rêves. C'est la matière, en fait, même, je pense, du rêve, quoi. Oui, la matière noire des rêves, de l'imaginaire, et du coup, c'est une machine. Ce n'est pas dit, hein. Donc Non, on est non, en train après, d'interpréter. on Ça se trouve interprète dans la tête de complètement. Bighan. Après, en même temps, c'est vrai qu'effectivement, le fait que globalement, ils prennent le vampire de sa dernière histoire, qu'ils viennent mettre dans le costume du premier vampire, qui pour moi fait référence tout de suite à Nosferatu. Évidemment, ouais. De toute façon, cette boucle-là, elle est de toute façon transmise par les images, et qu'ils viennent littéralement enfourner ce personnage dans une grosse machine. Bon, il n'y a pas 36 significations non plus. Il y a une Mais- forme d'alimentation d'un imaginaire collectif, en tout cas qu'il essaie d'exprimer pour moi. Mais tout de même, c'est avec ce geste-là que finalement le cinéma ou les derniers souvenirs de cinéma semblent mourir, puisque le plan se conclut avec donc, des spectateurs qui ont la forme d'une auréole, Fantomatique, fantomatique. En fait, qui il regardent recrée un cinéma sous une forme de bougie Voilà, qui est en sous train forme de de se bougie. consumer. Donc la salle de Avec cinéma, fin. on, Avec on marqué sur comprend l'écran. vite que Bighan, moi c'est ce que je trouve intéressant dans le film, c'est que c'est presque décliniste dans la je manière de pense aussi, montrer ouais. en fait l'idée qui se fait du cinéma au XXIe siècle, comme s'il était très inquiet et que la forme cinématographique était en train de mourir finalement. On peut lire totalement le passage à la fin comme ça, parce que les spectateurs finissent par fondre, reste seulement l'écran d'ailleurs, c'est plutôt significatif peut-être de sa vision. Mais en même temps, malgré cette mélancolie, je pense, et ce point de vue extrêmement sombre sur l'avenir du cinéma et sur ce qu'est en train de devenir le cinématographe, dans son film, il déploie un tel langage et de tels procédés absolument sidérants que finalement, c'est un cinéma dans une forme de grande vitalité aussi. Oui, et c'est ça que je trouve absolument mais génial. parce qu'est-ce c'est qu'il que- déploie pas aussi sa propre vision du cinéma, et est-ce que c'est pas une critique aussi du cinéma, on va dire, Ouais, dans sa généralité, qui Effectivement, ouais, je parce que, pense que c'est ça. bon, on va pas se cacher, même si en France c'est un peu différent, il y a de moins en moins de spectateurs dans les salles à l'étranger. Bon, encore une fois, en France, c'est encore différent, d'autant plus dans ces temps de canicule où les salles sont extrêmement fréquentées. Mais voilà, est-ce que c'est pas, comme tu dis, c'est une vision décliniste? Je pense qu'il y a aussi, je pense que il a cette vision. Enfin, quand tu parles de la perte des spectateurs et il reste l'écran, je pense que tu as raison aussi. C'est que, en tout cas, sur sa vision, les gens continuent à faire des films, mais ils sont vus par de moins en moins de personnes. Et les idées de mise en scène, parce que lui a des idées de mise en scène L'idée du exceptionnelles, cinéma qui se fait aussi, quoi, tu vois. semble disparaître petit à petit. Non, mais c'est sûr Qui est à qu'il y a- l'extérieur Il y a de- un symbole continu, une métaphore filée de la cire qui se consume comme les idées nouvelles du cinéma qui Ah non, mais viennent bien sûr. elles-mêmes se consommer. Oui, parce que Et le finalement, fait que voilà, il a tra- Je pense les qu'il est... spectateurs dans la dernière salle ne sont que des lumières c'est ça. comme les flammes d'une bougie qui vont disparaître. Et je pense parce que pour que lui aussi, les le salles se vident. XXe siècle est le siècle du cinéma. Ah non, mais c'est Et pas que pour le- lui, c'est la Oui, non, réalité. c'est le siècle du cinéma. Et, Mhm. mais parce qu'aussi, bon, le nôtre n'a que 26 ans d'existence. aussi, donc, ouais. donc on ne sait pas encore, peut-être qu'on se Ouais, retournera mais dans c'est 100 vrai ans, que, et non, voilà, mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, le grand siècle du cinéma, c'est le XXe siècle, étant donné que c'est le siècle de son invention. Et c'est le siècle des idées. Mhm. Mais encore une fois, voilà, il y a des arts millénaires, la littérature, la Bien peinture, sûr. qui se renouvellent, et le théâtre aussi qui se renouvelle de jour en jour. Donc, est-ce qu'il a vraiment raison? Je suis pas sûr. Mais même s'il est Voilà. inquiet, ce Non, que mais je c'est vrai disais, qu'il y a c'est qu'il rend totalement hommage au cinéma et il prouve encore une fois que le cinéma peut être cet art si singulier Bien sûr. qui met en image l'impossible, en Voilà, fait. c'est ça. C'est ça qui est absolument fantastique aussi avec le long métrage, c'est que on ressort pas de la salle avec cette idée que Bighan est venu nous faire la leçon sur le cinéma est quand même en train Non, de pas du tout, disparaître. ouais. Absolument Non. pas. On a juste en fait purement et simplement voyagé d'une manière unique à travers des tableaux et des images mentales que seul lui en fait dans sa vision intime et personnelle en fait Qui nous raccroche à chacun aussi à nos, pouvait mettre en scène, quoi. à nos propres Oui, images voilà, c'est ça. Pour moi, c'est une lettre d'espoir avec une empreinte de pessimisme à la fin, effectivement. Exactement, Oui, je c'est pense vrai, que c'est ouais. tout simplement ça. Ouais, il semble garder pas mal d'espoir, c'est vrai. Lucide et à la fois optimiste et décliniste. Je trouve que c'est une belle diversité de points de vue. C'est pour dire qu'il y a des trucs à dire autour de ce Oui. film. En tout cas, cinéaste très intéressant, très prometteur.
prometteur. On verra On dans a 6 hâte ans de son prochain film. Ça, c'est Grave. vrai qu'on a très très hâte. Vous l'aurez compris, c'est un film qui nous a beaucoup plu, voire peut-être c'est celui qui nous a le plus plu de ces séances J'espère spéciales. que vous avez eu l'occasion de le voir avant de nous écouter, ou en tout cas que. En tout parce cas, que il est ça- disponible sur OCS actuellement. Donc, Oui, c'est enfin, avec Tout à fait. un abonnement MyCanal Cinéma, vous l'avez en gratos, quasiment gratuit si vous payez l'abonnement Et évidemment. on vous Ouais. surrecommande bien sûr d'aller le voir. Oui, voilà. Ouais. Et si vous le voyez au cinéma, allez le voir au cinéma. C'est un film qui se voit Je au pense que c'est cinéma. improbable, Maxence, de le voir au cinéma aujourd'hui. Je sais pas où Je il sais peut pas, être diffusé. gros prix spécial. En vrai, il a peut-être que le prix gagné à Cannes lui permettra d'avoir des rétrospectives dans le futur, dans au moins des, Oui, des peut-être, cinémas d'arrêt d'essai au moins. Peut-être. Mais voilà, faut garder espoir. Peut-être l'absence de projection de ce film donnerait raison à Bigan, peut-être, je ne sais pas. Mais bon, voilà, moi j'ai l'espoir. Je pense qu'à Paris, il sera rediffusé un jour. Oui, mais il n'y a pas que Paris, c'est pour ça que je Oui, voulais dire bien aussi sûr, pour la bien sûr, plupart bien des sûr. auditeurs, encore une Je fois, ne suis ils pas ont. Yann Barthès non plus, je sais bien. Bah Mais, si, un petit peu de temps en temps, t'as des réflexes de Parisien bourgeois, mais c'est pas grave. Je pense que en dehors de Paris, effectivement, personne ne pourra avoir Si vous Résurrection avez la en salle. possibilité, non, si vous avez la possibilité de fermer vos volets, faites-le en plein temps de canicule. Alors attendez, parce que au-delà de cet humour de gauche, je vais juste recentrer 2 secondes sur le film en disant, si vous avez l'occasion et la possibilité de le découvrir en salle, effectivement, c'est génial, allez-y, mais je pense que ça n'arrivera pas forcément. Par contre, si vous le regardez à la maison, essayez de le regarder dans les meilleures conditions possibles, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a une bande originale absolument fabuleuse de M83, qui vient d'Antibes d'ailleurs, Quand seul même. groupe international qui vient d'Antibes, je pense. Et il y a un travail sur le son qui est absolument dingue. On n'en a absolument pas parlé. Donc c'est vrai que si vous pouvez le regarder dans des super conditions, je pense que ça sera un voyage encore plus inoubliable. Donc, et puis c'est un film qui ressemble à rien Aucun d'autre. autre, ouais. C'est ça qui est génial en fait avec Puis on vous l'a ce dit, type de création. Enfin, moi, je vous l'ai dit, en tout cas, c'est peut-être le plus grand exploit de mise en scène des 5 dernières années, en tout cas de 2020. Et si vous avez le années label 2020. Maxence Cadio, là je pense que C'est vous vrai. pouvez y aller les yeux fermés, quoi. C'est sûr, certain. Foncez. Tout à fait. Bon, mais sur ce, on va vous laisser. Ça fait déjà 1h30 qu'on vous parle de ce film. On a fait une petite exception parce qu'il fait on l'a pas dit, mais il fait 2 heures, enfin presque 3 heures. Non, 2h30. 2h30. Donc 2h30. voilà, il méritait au moins une demi-heure de plus pour qu'on puisse vous en parler calmement et dans des conditions correctes. En tout cas, merci Alix d'être passé. On se retrouve au prochain film chinois qu'on chroniquera. Et, Toujours un plaisir. et Prochain Maxime, film de Bigan d'ici 6 ans, notre ami. Super, super. Et Maxime, on se retrouve bientôt. Prochainement. J'ai plus le Prochainement. calendrier On en a plus tête. le calendrier, mais il existe. Très prochainement. En Vous tout cas, verrez bien. normalement, ça a été diffusé. Enfin, ça va être diffusé parce qu'on l'enregistre bien en avance à la fin du mois d'août. Donc, j'espère que vous avez pu écouter les épisodes d'avant et que vous avez pris plaisir à découvrir du coup les 2 épisodes de Jacques Demy. Mastermind, Jacques Demy. Et on vous prépare plein de choses formidables pour la rentrée. Et on reviendra vers vous prochainement pour pouvoir vous en parler. Tout à fait. Ciao. Merci tout le monde. À plus.